Nouvelle saison et donc nouveau sponsor avec Gcollect. Je suis hyper content de te présenter mon nouveau partenaire qui s'occupe du recouvrement de mes factures et c'est donc Gcollect. Je suis moi-même client et comme ça s'est hyper bien passé, du coup je te fais mon retour d'expérience. Et du coup, comme d'habitude, je t'ai négocié une très belle offre que tu trouveras en description de ce podcast. Tu connais le problème. Tu fournis un service ou un produit à un client, tu lui envoies ta facture, mais ce client ne te paye pas. Pire, il ne te paye jamais. Tu le relances une fois, deux fois, trois fois, et puis tu commences sérieusement à t'énerver. Mais rien n'y fait, le client refuse de dégainer le virement. Tu te dis alors qu'il est temps de faire appel à tel ou tel organisme de recouvrement, mais le problème c'est que la plupart, c'est un peu des charognards qui vont te prendre 30%, 40%, voire même plus de la somme récupérée. Donc autant te dire que la plupart du temps, tu préfères t'asseoir sur ton argent et abandonner. Et c'est là du coup que Gcollect a totalement changé la donne pour moi. Leur approche, déjà, elle est hyper innovante. Ils ont une plateforme qui te permet de lancer une procédure en seulement 2-3 clics. En à peine 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Même moi, j'ai réussi, donc c'est vraiment pour te dire. Ensuite, ils utilisent l'IA et le data mining pour évaluer au plus juste les procédures à lancer et les honoraires à réclamer. Ils vont également, évidemment, privilégier la négociation et la médiation plutôt que le rapport de force. Et on va dire que c'est quand même toujours plus sympa. Parce que le but, c'est pas de se fâcher avec la terre entière et de garder quand même une relation à peu près stable avec ce même client. Et cerise sur le gâteau, tu ne les payes qu'au succès. Tu ne les rémunères que si le recouvrement a abouti. Du coup, résultat, avec Gcollect, entre 40 et 50% des factures sont recouvrées en moins de 3 semaines. Dans mon cas, ils ont récupéré le paiement de ma première facture en moins d'une semaine alors que ça faisait des mois que je relançais ce même client. Alors certes, à première vue, cette approche, elle semble trop belle pour être vraie. Mais comme ils gèrent 50 000 factures tous les jours, ils sont notés 4,5 sur Google, ça veut quand même dire qu'ils tiennent à peu près leurs promesses, non? Et comme convenu, je t'ai négocié un petit cadeau. Leurs honoraires sont gratuits pour toi sur ta première facture recouvrée. Ça veut dire que tu peux tester 100% gratuitement, tu n'as absolument rien à perdre. Du coup, rendez-vous sur le lien en description pour essayer Gcollect. Merci encore à eux et bonne écoute. Du coup, je suis avec Jonathan, le CEO de Split. Il faut que je te demande, j'arrive plus à partager Netflix avec ma mère sur Split. Comment on peut faire? Comment je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire, pardon? Ça, c'est le problème de Netflix. En fait, ils ont changé le mode de partage il y a maintenant à peu près, ça va faire un an maintenant. Netflix a mis en place les abonnés supplémentaires. C'est que tu peux plus partager ton identifiant comme on le faisait tous avant. Maintenant, c'est du lien d'invitation. C'est-à-dire que tu vas devoir payer un supplément sur Netflix pour pouvoir finalement inviter qui tu veux, Ah, c'est ça, que je ce lui soit envoie ta un lien parce famille. qu'en fait, elle a utilisé mes codes et ça lui disait vous n'êtes pas Hugo. Est-ce que vous êtes en vacances? Du coup, ça devait m'envoyer un lien qui m'envoyait un code. Après, je devais lui envoyer. Enfin, bref, Une la tanasse catastrophe. pour qu'elle regarde Casa de Papel, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ils ont bien réussi leur coup en fait. Et après, nous, ça nous va très bien le fonctionnement de Netflix. Ils avaient deux choix là-dessus, hein. Soit ils bloquaient totalement le partage, et donc ça prouve qu'ils savaient le faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec ton compte. Soit ils se mettaient beaucoup de personnes à dos, soit ils donnaient, on va dire, une solution intermédiaire où ils disaient bah, finalement, tu vas pas bloquer ta mère, mais tu vas la faire payer un peu plus cher, ou tu vas la faire payer pour qu'elle rejoigne ton abonnement. Ouais, ok. Parce que, mais ça, en fait, du coup, vous avez pas peur que. Parce que vous, ça a dû être relou en termes de service client et tout à ce moment-là. Vous avez pas peur que tout le monde le fasse après les Disney, Apple TV, Prime et compagnie? Alors, bah, Apple le fait déjà, il le faisait déjà, Ah Spotify oui, aussi. Prime, c'est un lien familial, c'est ça? Ouais. Exactement. Disney, en effet, Disney a suivi. D'ailleurs, on est en train de suivre de près tout ça, mais Disney va le mettre en place, je pense, Ouais. courant 2024, voire début 2025, avec un lien d'invitation. C'est-à-dire que tu vas devoir payer un supplément pour pouvoir ajouter quelqu'un. Ouais, c'est classique, mais en fait, du coup, limite, vous, ça fait votre beurre parce que du coup, alors ça qu'on est, on est parti tambour battant, on va reparler de tout ce que tu as fait et du coup, et forcément de Split, qui est ton aventure que tu as montée il y a maintenant 6-7 ans, Non, moins que ça. moins que ça, 6 ans? C'était mai 2019, la création de la Ouais, donc 5 ans, société. Ouais, même pas 5 ans, même pas 5 ans. même pas 5 ans, un Split avec 3 i, évidemment. Euh, on va essayer de l'expliquer avec mes mots, hein, qui a un site qui te permet de partager tes abonnements. Ou alors du coup d'utiliser en fait des abonnements partagés de l'autre côté en fait. C'est-à-dire, je m'exprime très mal. Moi j'ai un compte Disney, j'ai 3 écrans, et ben, je peux le partager avec 2 autres splitters. C'est ça, Et donc du coup si ça me coûtait, je sais pas, 12 euros, bah, du coup ça va m'en coûter plutôt 4 c'est puisque ça. chaque splitter qui va utiliser une partie de mon compte Disney va payer 4 balles. Et moi, cet argent, soit je le mets sur mon compte, c'est 8 euros par mois, soit je peux aller m'abonner par exemple à YouTube Premium ou à Prime ou à Canal+, ou plein d'autres choses, hein, tu en parleras tout à l'heure, quoi. Exactement. Et c'est intéressant parce que tu viens de dire finalement, toi, ça te coûte encore 4 euros.
Et là, on reparlera du côté légal, mais ce qui est important avec Split, c'est que c'est du partage de frais et non pas de la revente. Et c'est pas Donc, de la sous-location non plus, c'est c'est, vraiment du on peut, partage, quoi. vraiment, ouais, on peut parler de sous-location aussi, parce qu'une sous-location, tu peux pas, finalement, quand tu Ouais. sous-loues ton logement, tu peux pas gagner de l'argent, ou autrement, ça devient pour le coup de la commercialisation. Là, finalement, toi, ton reste à charge, c'est 4 euros. Donc, ça veut dire que finalement, vous partagez les frais en trois. Donc, tu ne peux pas gagner de l'argent avec Split. Par contre, tu peux déduire en effet les frais. On a splitté l'abonnement, quoi. Exactement. D'où la brand. Ok. Exactement. Bah écoute, Joe, hyper content que tu sois là. On va pas spoiler les gens. On est tous les deux, on est amis, on est à Mm. Bordeaux, on est également associés. Tu fais partie du premier batch du Poney Club. Tu étais dans les 8 premiers. Donc bref, on se connaît très bien. Mais du coup, je voulais absolument quand même que tu viennes. Moi, je vais jouer le jeu. Je vais peut-être apprendre des nouveaux trucs, mais je voulais absolument que l'audience puisse du coup en savoir plus sur toi, sur tout ce que tu as fait. Et surtout qu'on parle beaucoup de Split parce que c'est quand même, je pense que c'est la pépite. Je pense que la première fois que tu m'en as parlé, je crois qu'on s'est parlé sur Facebook, en Messenger à Oui, l'époque. exact. Ouais. Et je voulais absolument en savoir plus. Et tu m'avais dit à ce moment-là, en plus j'arrive sur Bordeaux, en plus je viens de me mettre au paddle. Enfin bref, on avait plein d'atomes crochus direct. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, Joe, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr. Donc Joe, hein, Jonathan, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 4 ans. Je suis passionné d'entrepreneuriat depuis que j'ai 17 ans. Donc, Plus de la bientôt moitié de ta life, du coup. c'est ça, plus de la moitié de ma life. Alors, autant quand j'en avais parlé l'année dernière, je disais c'est la moitié de ma life. Mais là, maintenant, ouais, plus de la moitié. Voilà, je suis passionné par ça. Je suis tombé dedans un peu par hasard et on en reparlera. Mais j'en suis, voilà, Split, c'est mon troisième bébé, on va dire, et c'est celui sur lequel je suis investi à 100% depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Ok, bon, de toute façon, encore une fois, c'est vraiment parler de Speed qui va le plus m'intéresser, mais quand même, tu as une première expérience, moi, que je trouve quand même assez incroyable. Alors, peut-être les gens qui ont moins de 25 ans, ils vont peut-être. C'est C'est pas ça. qu'ils vont pas tout comprendre, mais en fait, on va parler en fait d'une époque où il n'y a pas des réseaux sociaux. Ouais, Et en fait, la manière de créer des communautés ou de l'audience, bah, c'est les blogs, c'est le ouais, blogging. Alors, ceux qui sont les plus connus, les plus iconiques, c'était les fameux Skyblog. Skyblog, oui. Mais il y avait d'autres plateformes. Et toi, tu avais monté l'une de ces plateformes qui était leader. Donc, je pense qu'on peut quand même parler au moins un quart d'heure, 20 minutes de ça parce que c'est quand même hyper intéressant. Il t'est arrivé plein de choses, tu as fait plein de conneries, mais tu as exécuté aussi enfin, je pense que tu as appris plein de bons trucs. Euh, Comment ça s'appelait déjà? Caseo? Alors, ça s'appelait Oldie Blog quand je l'ai lancé, ensuite c'est devenu Caseo, parce que Oldie Blog, voilà, Pourquoi c'était. Oldie? Parce que, waouh, alors là, on va Oldie, genre revenir dans une histoire. OLDY? OLDISE à la base, que c'était Oldies en fait, c'était un groupe. J'étais étudiant en graphisme et j'avais un groupe de graffeurs qui était amis avec moi. On avait fait une team qui s'appelait voilà, Les Oldies. Oldies. Et pour publier finalement ce qu'ils faisaient, que ce soit en termes d'art, en termes de. Enfin, pour plein de choses, j'avais créé un petit site, mon tout premier site internet qui s'appelait Oldies. Et finalement, on avait plein de personnes qui étaient des graffeurs ou autres qui disaient, mais nous aussi, on aimerait bien publier ce qu'on fait, etc. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de leur permettre d'ajouter des choses. Et on s'est dit, bah, ça va devenir finalement une plateforme de blog où ils vont pouvoir importer. Et quoi, toi, t'étais un peu geekos ou quoi? Tu savais dev? Comment t'as. En fait, de cette première petite demande, comment tu te mets à bricoler ce petit truc en fait? Oui. Alors, j'étais pas dev, on va dire. Enfin, si, aujourd'hui, on peut appeler ça un dev front-end parce que je faisais du CSS. Enfin, j'apprenais à faire du CSS. Donc, on était en 2002. En 2002, en fait, quand j'ai voulu créer ce site internet, il y avait des outils qui te permettaient c'était Dreamweaver à l'époque, qui te permettaient de créer des sites où tu voyais tout de suite un peu l'aperçu. Donc, je m'étais un peu amusé à créer des choses comme ça. Moi, Ok. j'étais en BTS communication visuelle à l'époque et j'étais censé travailler dans la presse. Donc, j'étais censé faire des maquettes dans des magazines et j'étais en alternance d'ailleurs chez Bayard Presse. Donc, c'est ceux qui font toute la presse jeunesse, Ok. Okapi, J'aime lire, Pomme d'Api, Poppy, J'étais etc. j'étais abonné à toute ma life, hein, au Capi, à Strapi, tous ces trucs-là. Ouais. C'est vrai, bah, ma Ouais. mère a travaillé toute sa vie à Strapi. Mais Ouais, gaulerie. du coup, voilà, j'étais passionné par le graphisme et quand j'ai vu que je pouvais faire des choses de moi-même sur Internet, faire du graphisme, mais en plus les donner facilement finalement à n'importe qui, parce que dans la presse, le problème c'est qu'ensuite il faut les imprimer, il faut distribuer des choses quand tu crées une maquette. Là, ce qui était génial, en tout cas en 2002, c'est que je me disais, c'est génial, je peux créer mon graphisme, le mettre en ligne et n'importe qui finalement peut y accéder, peut voir ce que je fais. Ouais, parce que c'est un truc de ouf, parce que là, un peu, tu dis 2002, tu vois, moi, par exemple, moi, je me rappelle que 2002, enfin, c'est l'année à laquelle j'ai eu Internet pour la première fois. Donc, toi, ça veut dire que quand même, chez toi, je sais pas, tes parents, ils étaient quand même aussi un peu adeptes de ça. C'est-à-dire, genre, il y avait toujours eu un ordinateur, il y avait quand même un affect pour ça ou quoi?
Pas du So- tout, pas du tout. Et même, j'ai envie de te Parce que, attends, mais dire, moi, 2002, j'ai même pas la DSL en fait, hein, aussi. ouais, Hein. moi non plus. Ouais. J'avais le 56K, enfin le 56K, alors je sais plus comment je me Le connectais, mais machin là qui faisait un bruit de ouf et qui utilisait ton forfait téléphonique où tu pouvais pas utiliser le téléphone pendant que tu étais sur Internet, quoi. ouais, en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ça. J'étais en vacances à Montpellier, enfin avec un cousin lointain qui lui avait déjà Internet. Et lui, tu sentais que dans sa famille, c'était plutôt des geeks. Ouais. Et je le voyais à l'époque, il allait sur Yahoo, des choses comme ça. Et j'hallucinais de voir qu'on pouvait consulter des choses de l'actualité. Je sais plus, il avait, c'était pas Wikipédia, mais des encyclopédies en ligne. Et La je trouvais ça génération génial. Z, hein, franchement, restez avec nous. Déjà, vous allez apprendre plein de choses et après, vous en faites pas, on va redire des choses que vous connaissez. C'est clair. Mais on va pas parler du Minitel parce que le Minitel, je l'ai pas connu. Mais en fait, c'est ça. C'est très tôt. En fait, je me rappelle à Noël, anniversaire plus Noël, parce que je suis de fin d'année. J'avais demandé à ma mère, est-ce que je peux avoir moi aussi un ordinateur? J'ai dû avoir un ordinateur en 2000 et je payais ma propre connexion 56K. Donc ça prenait. Je sais que ma mère pouvait pas être au téléphone. Mon frère pétait un câble à cause de ça parce que voilà, je bloquais les connexions. Mais voilà, je me suis passionné très très vite pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'étais un vrai petit geek dans ma chambre. C'était à l'époque où on créait ses PC soi-même, donc j'étais dans ma chambre, je voulais remettre, enfin changer les cartes mémoire, les machins, enfin voilà, j'étais le Ouais, gros. t'étais ce genre de mec qui ouvre des tours, quoi. Oui, à l'époque, ouais, ouais, Ouais. qui ouvrait des tours. Donc ça, il y avait quand même il y avait quand même deux catégories de personnes. Il y avait les mecs qui ouvraient les tours et le reste de la population, quoi. Et ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, ouais, mais en même temps, je le regrette pas, mais je passais vraiment beaucoup de temps dessus. Et c'est pour ça que c'était dans la continuité. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lancer moi aussi un site internet quand j'avais ma première connexion. Je jouais très peu en ligne parce que c'était pas ma passion finalement. Ouais. Et finalement, je préférais créer des choses et essayer de proposer des choses sur internet. Ah, t'étais plutôt, donc, voilà, geekos informatique, mais pas gamer. Et donc, du coup, on va revenir. Tu avais créé ton petit site là pour mettre en fait bah, tout ce que vous faisiez, donc vos graphes ou autres. Là, il y a d'autres mecs ou groupes qui te disent bah, moi, j'aimerais bien avoir le mien. Comment en fait tu te dis tiens, je vais vous créer en fait un générateur de blog, générateur de site, enfin je sais pas comment on peut l'appeler Oui. du coup. Bah, générateur de blog, après on a essayé de pivoter en disant c'est plus de la création de site. En fait, l'idée de Blog, elle est venue de deux côtés. Donc d'un côté, ce site internet où on avait une frustration de se dire finalement c'était moi qui importais les images, etc., qui devait envoyer ça sur les serveurs FileZilla, je me rappelle à l'époque, quand il y Ah avait grave, FileZilla, Tu punaise, ouais. connaissais? Ah, avec le Voilà. logo avec un F là, c'était un logo. Oh, attends, c'était rose, non? C'était rouge, ouais, rouge. Rose rouge, ouais. Et du coup, quand on avait des images à importer, bah, je passais par un FTP classique, Ah mais etc. grave, FileZilla, c'était un FTP, je Ouais. me rappelle. Et, Putain. et du coup, en fait, c'était une grosse frustration et ça demandait du temps de le faire. Et à côté de ça, j'avais une copine qui avait un Skyblog et qui me montrait ça. Et je disais, mais en fait, on pourrait l'utiliser pour mettre nos images, finalement, de passer par ce type de blog. Ça venait d'être lancé, un Skyblog, on était en 2003 là. Et je me suis dit, finalement, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais créer moi-même ma plateforme. C'était mon projet professionnel de fin d'année en BTS où je suis parti de zéro. J'ai créé une plateforme de A à Z. Ah, donc tu avais quand même un petit cadre. Ça que, en fait, c'est souvent ça, comme des Oui. projets business qui naissent en fait d'un projet d'école. En fait, où on t'a donné un cadre pour le faire. Du coup, tu es obligé de le faire. Et du coup, tu dis, mais en fait, c'est trop bien ce que j'ai fait, j'ai passé du temps dessus, bah du coup, je vais au bout, quoi. Alors, c'est pas exactement. Alors, l'histoire elle serait trop belle racontée comme ça, mais la réalité, c'est qu'en fait, j'étais complètement sorti du cadre de mes études parce que Ouais. j'étais censé être dans la section, ce qu'ils appellent print. Donc, j'étais censé proposer en projet de fin d'année soit une affiche, soit un livre, soit un nouveau magazine de presse. Et moi, je m'étais complètement écarté de tout ça en disant, bah non, moi, je vais proposer un projet numérique en fait. Donc, ça restait du design parce que j'avais fait une belle plateforme avec des petits. J'avais créé le logo, j'avais créé les mises en page du site, etc. Mais je m'étais fait allumer. Et finalement, cette frustration de me faire allumer pour ce projet pro, bah, je l'ai transformé en me disant bah, je vais pas abandonner totalement ce projet. Au moins, j'ai créé quelque chose, j'ai quand même passé du temps dessus. Je vais tenter de le mettre en ligne. Et la réalité, c'est qu'alors j'ai fait toute la partie front, toute la partie design, mais c'est pas moi qui ai fait la partie back-end, donc le code pur derrière pour la base de données. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un forum qui était là plutôt pour m'aider au début. Donc je discutais avec lui, je disais j'essaie de faire un bouton parcourir pour importer une image, je comprends pas trop en PHP, ça me dit de faire ça. Et à chaque fois, finalement, c'est lui qui le faisait à ma place en me disant non, non, mais vas-y, je te rends service. Donc il le faisait gratuitement à chaque fois, à chaque fois. Jusqu'au moment où je lui ai dit tu veux pas qu'on aille un peu plus loin, qu'on essaie de créer complètement une plateforme. Et il m'a totalement suivi là-dessus. Il s'appelle Gabriel. Et du coup, on a monté ensemble la plateforme de blog et on a Ouais. lancé ça ensemble. Parce que là, il y a peut-être des petits malins derrière dans leurs écouteurs qui se diraient, bah franchement, pourquoi t'es pas allé voir sur YouTube? Ça n'existait YouTube pas. n'existait pas. Voilà. Dailymotion non plus, non, non, tu n'avais aucune plateforme vidéo. Là, j'en parlais récemment, je suis intervenu dans une IUT où je parlais un peu de
pour moi en tout cas, la simplicité aujourd'hui qu'on a, enfin qu'on peut avoir de se lancer sur un projet parce que tu es aidé absolument, enfin tu as des tutos pour tout, tu peux faire des choses maintenant en no code, en plus maintenant avec ChatGPT, tu peux poser plein de questions, tu peux faire plein de choses. À l'époque, tu n'avais absolument rien. Le site du zéro, si à la limite, tu avais des petites choses comme ça qui te permettaient, c'est d'ailleurs ce site que j'utilisais pour regarder un peu comment coder certaines choses. Mais ouais, il fallait être beaucoup plus débrouillard pour trouver un peu les réponses à ces Ouais, questions. il y avait une sorte de petit ticket à l'entrée qui était pas idiot. Non, mais en effet, déjà, le genre de type qui ouvre des tours, hein, quand je dis ouvrir des tours, hein, vous savez, c'est les tours, tours d'ordinateur, parce qu'avant, on n'avait pas d'ordinateur portable, hein, enfin, en tout cas à la maison. Ouais. Ils avaient du coup une longueur d'avance parce qu'en fait, c'était les gens qui, justement, voulaient essayer de comprendre et du coup, voulaient creuser. Et c'est vrai qu'avant, pour creuser, comme tu disais, il fallait sur un forum, trouver la bonne personne qui Mmh. va te répondre. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu tapes dans Google, bim, tu as une vidéo YouTube, tu regardes la vidéo YouTube, tu peux en regarder une deuxième si c'était mal expliqué dans la première. Mais bon, en général, dès la première, tu as ta réponse, quoi. Et tu as des formations absolument sur tout aussi, donc ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, ça veut dire que maintenant, il faut être le meilleur de tous ces gens parce que, en fait, la connaissance, elle est hyper accessible. Mais ça n'empêche que maintenant, du coup, il faut être le meilleur de toute cette masse, quoi. Oui, Avant, c'était dur, du coup, de sortir de cette masse pour aller comprendre. Maintenant, tu es dans la masse qui comprend, mais maintenant, il faut sortir de cette masse qui comprend pour comprendre encore mieux que les autres, quoi. totalement. C'est un peu ça. Donc, du coup, tu montes, tu arrives à coder, à développer cette personne qui s'appelait Oldies et après qui très vite. Oldie Blog, alors ça, c'est Oldie Blog, vraiment pardon. la V1 et on lance ça, alors c'est ce que je dis, c'est, sans le faire exprès finalement, c'est là où on se rend compte qu'il y a des termes pour tout aujourd'hui, hein, quand on parle de gros hacking, quand on parle de mais en fait, sans le faire exprès, j'ai eu beaucoup de chance dans le lancement de ce projet, parce que alors première chose, bon time to market. Alors ça, tu l'apprends bien plus tard que, quand tu veux lancer un projet, il faut le lancer au bon moment ou en tout cas, c'est peut-être, bah, là, c'était le bon time to market parce qu'on avait que Skyblog qui existait à l'époque. Skyblog ne voulait absolument pas communiquer dans les médias. Donc finalement, tu es un peu la roue de secours. Et quand je me suis lancé, c'était, on a mis ça en ligne, on a réussi à se faire référencer en tout cas sur le terme blog gratuit ou créer un blog. Ce qui fait qu'on intéressait tous les médias parce que Skyblog ne communiquait pas. Et il m'appelait, il me disait: est-ce que ça vous intéresse de répondre à nos questions à propos de vos blogs? Parce que tu étais en première page en SEO, du coup? En SEO. Et comment? Parce que, pour être bien référencé, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais il suffisait de faire des échanges de liens avec d'autres sites et là, en fait, L'échange de backlinks, c'est des ça? backlinks en Ouais. footer, tu pouvais même parfois les cacher, les mettre en petit, les mettre en noir sur noir, ça passait quand même aux yeux de Google, et j'avais été démarcher, 5 ou 6 sites internet qui avaient un peu ma cible, tu vois? Je me rappelle plus des noms exacts, mais je me rappelle de Miscara notamment. Miscara, c'était le plus gros de nos partenaires. C'était un concours de beauté, mais qui était énorme à l'époque. C'était un peu, avant-gardiste par rapport à Tinder, mais c'était un concours de beauté qui faisait un très gros trafic et j'avais réussi, grâce à lui, à avoir un lien en bas de sa page qui disait: «Créer un blog gratuit», qui pointait vers ma plateforme et en contrepartie, moi, j'envoyais un lien qui s'appelait concours de beauté, qui renvoyait vers son site. Et ça, je l'ai fait pour 5 6 sites, ce qui fait qu'aux yeux de Google, très très vite, on est arrivé en première page et c'est ce qui a lancé la plateforme. C'est vrai que dans les années 2000, le SEO, c'était pas non plus si simple, mais grosso modo, déjà, dès que tu avais un peu le b.a.-ba, Oui, tu avais un peu le top 10 des bonnes pratiques du SEO, c'est-à-dire que même un gamin de 16 ans pouvait apprendre, comprendre et mettre en place. Tu pouvais quand même avoir du reward assez facilement, quoi. ouais, tu avais ce qu'on appelle le PageRank. En fait, c'est une notation de 1 à 10 que Google te mettait, que tu pouvais afficher dans ta barre. Et finalement, c'était assez simple en fait d'améliorer ce PageRank. Tu regardais, tu mettais des liens un peu à gauche à droite et tu avais ce PageRank. Et grâce à ça, en fait, tu pouvais être bien Ouais. référencé. C'est ça, souvent, c'est pour ça qu'on avait même, la plupart des gens, par exemple, qui étaient en e-commerce avaient, alors il y avait pas Shopify, hein, c'était beaucoup PrestaShop, ou Magento. Tu pouvais l'affilier du coup à un blog WordPress et là sur le blog, tu mettais au taquet Oui. de contenu qui était en rapport avec ce que tu vendais et en vrai, si tu passais du temps, tu étais quand même très vite, récompensé en termes de SEO, quoi. C'est Oui. plus compliqué maintenant, je pense. C'est ça. Et puis, bah, alors du coup, ça nous a permis de nous lancer très vite. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a été confronté du coup à tous les problèmes d'une plateforme qui grossit assez vite. C'est, bah, le problème d'hébergement notamment. Je me rappelle que j'étais connecté H24, donc ça existait déjà Google Analytics, c'était les premières versions, mais j'adorais me lancer. Je l'avais même mis je crois, en écran d'accueil sur mon PC et sur ma télé derrière moi, le nombre de connectés simultanés. Et je me rappelle qu'au début de la plateforme, c'était 10 connectés, après 30, après c'était record sur record sur record. On est arrivé au bout de, je sais pas, au bout de 6 mois d'existence de cette plateforme. Je crois, c'est le jour où on a dépassé les 2000 connectés simultanés. J'avais pris la photo du truc. Je trouvais ça dingue de me dire qu'il y avait 2000 connectés sur mon site internet finalement. On n'était que deux sur ce projet. Et c'est là où on a commencé à intéresser aussi des industriels et autres Parce pour qu'à grossir. à ce moment-là, au début, tu le fais en mode, c'est un peu un projet, un petit projet. Ouais. À quel moment tu décides que c'est plus un projet, c'est une entreprise? Alors, ça a mis du temps parce que, alors on l'a lancé en 2015.
2004, enfin fin 2003, début 2004, la plateforme, c'est vraiment le moment où on l'a mise en ligne. Entre 2004 et 2006, déjà, je me suis rendu compte qu'on pouvait monétiser un site sur Internet. Parce qu'avant même de créer un projet, je savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent avec Il y avait le Internet. display, quoi. C'était du display et c'était Google AdSense. Donc j'avais mis Google AdSense. Il n'y a pas forcément de régie où je les connaissais pas à l'époque. Et je me rappelle qu'au tout début, en fait, sur Google AdSense, c'est pour te dire que Tu peux c'était peut-être redire ce que c'est Google AdSense parce que je crois que c'est plus ce nom-là maintenant. ouais, alors c'est aujourd'hui, bon, il y a Google Ads pour la partie annonceur. Donc quand tu Et veux YouTube Ads pour YouTube. Mais en YouTube fait, Ads, AdSense, Google c'est quoi? AdSense, C'est c'est leur régie les pub, non? ouais, c'est la régie pub. Ouais. C'est-à-dire que ta pub, en fait, quand tu achètes de la pub sur Google Ads, soit elle va être affichée sur les moteurs de recherche, soit elle va être affichée sur plein de sites affiliés à Google. Hmm. Bah, nous, on faisait partie de ces sites affiliés, donc les éditeurs qui affichent les pubs de Google. Et c'était assez drôle parce que nous, au tout début, on pensait pas qu'on pouvait faire de l'argent avec. C'était qu'en dollars. Le compte en euros n'existait pas à l'époque. Et on cliquait nous-mêmes sur nos pubs avec Gabriel. Et au tout début, je me rappelle quand on a touché nos premiers $50, après $70, $100, et qu'on a reçu réellement l'argent sur notre compte, on a halluciné. Et c'est comme ça déjà qu'on a vu qu'on pouvait monétiser. Donc au moins, ça payait les serveurs. Alors on était loin de se payer. Et c'est là où on a commencé vraiment à se rendre compte que le projet pouvait devenir une entreprise. C'est quand on s'est fait approcher par une entreprise qui nous a proposé de mettre des fonds dans la société. Et on s'est dit, mais Oui, parce qu'en fait, on est à une époque où le pouvoir du web, c'est le nombre de vues et c'est l'audience. c'est l'audience, Et donc tout totalement. de suite, ouais, vous étiez vous aviez le potentiel en fait d'avoir du coup énormément d'audience parce qu'en fait, c'est des gens qui créent des sites Ouais, avec votre plateforme c'est ça. et qui après eux-mêmes allaient en faire la pub pour eux gagner de l'audience. Et vous, en fait, votre business model, c'est que en échange de ce service gratuit qui est tu crées ton blog gratos, on te donne tous les outils, on paye l'hébergement, on fait tout ça. Bah, par contre, nous, on peut aller y coller de la pub dessus, quoi. C'est exactement Et ça. les displays, c'est quoi? C'est donc tu vas sur Google AdSense, c'est quoi? C'est du retargeting déjà ou pas? Ou ça Non, n'existe non, pas non, encore le Criteo, tout ça retargeting? n'existait pas encore. Non, c'était plutôt bien fait dans le sens où c'était eux qui avaient inventé des annonceurs contextualisés. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, on avait un blog qui parlait de foot, bah, ils allaient faire en sorte, par rapport aux mots-clés de la page, de t'afficher des pubs en rapport avec la thématique que tu es en train de consulter. Donc là, déjà, ils étaient assez avant-gardistes. Et il faut savoir qu'au début, donc, on avait Google uniquement. Donc on n'avait pas encore de régie publicitaire, mais après on a un peu changé de principe, c'est-à-dire qu'on se faisait plus sponsoriser Mmh. en CPM, donc coût par mille, par des annonceurs. Donc c'était souvent, je me rappelle, Bouygues Télécom à l'époque qui nous payait par coût, par 1000 vues, OK. etc. Parce qu'après, c'est pas la même époque où du coup, il y a Criteo qui se monte et donc du coup, Criteo qui devient très vite c'est peut-être la première grosse licorne française et c'était le champion du retargeting, non? Ouais, du retargeting. Après, j'ai plus en tête les dates, hein. Je suis désolé, en plus là on parle, ça fait 20 ans, mais je crois que Criteo a dû arriver en 2007, pas avant en tout cas sur notre Ouais, c'est plateforme. vrai. Moi, tu vois, j'ai Je, commencé à bosser en 2008-9 ouais, et donc t'étais en plein dedans. Criteo, c'était le champion, quoi, tu Ouais, vois? donc c'était vraiment au Ouais. moment où ils étaient en train de tout exploser. Mais nous, avant ça, non, c'était Google. Et ce qui est assez drôle, donc pour revenir sur le fait de pourquoi on a créé cette société, c'est que c'est une régie publicitaire qui est venue nous voir en disant, voilà, on a envie de vous avoir en tant qu'éditeur. On était très gros à l'époque, il faut savoir qu'on était quand même dans le top 50 des sites les plus visités de France. Ah, c'est ouf. Donc il y avait un classement, alors c'était le classement Alexa. Et dans Alexa, tu pouvais voir en France, en fait, le top 100 des sites français. Et à chaque fois, je voyais Oldie Blog après Caseo, mais qui montait dans le classement et on était devant des sites mais juste énormes qui existent encore aujourd'hui. Ouais. Et j'hallucinais. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait approcher par cette régie, c'est qu'ils cherchaient de l'audience et ils se sont dit, bah, on va investir dans des projets. Ils venaient de racheter société.com, ils venaient de rentrer en bourse. Cette régie s'appelait Adverline parce que depuis ils ont arrêté. Ils se sont fait racheter par La Poste et ils ont ensuite arrêté. Mais ils avaient plusieurs sites, donc ils venaient de racheter société.com, ils avaient investi dans maison.com, ils avaient investi dans plein de projets. Quand ils sont rentrés en bourse, finalement, ils avaient pas mal d'argent à investir pour racheter des sites B2C. Et nous, ils ont proposé, voilà, pas de racheter, mais ils nous ont proposé 250 000 euros contre 20% de la société. Somme toute assez honnête, hein, C'est on va énorme, dire. enfin surtout pour Ça faisait l'époque. toi, tu étais sur une valo du coup à 1 1 million million 250 250? Ouais. post-monnaie, je crois. Ouais, attends, je dis pas de bêtises, 20%, non, 1 million 250 pré-monnaie. Ouais. Et toi, tu étais à 50-50 avec ton associé là? Oui, Qui était du coup plutôt le CTO, lui? oui, OK. CTO. Et on n'était que deux sur le projet. On n'avait pas de bureau. Je travaillais encore de ma chambre chez ma mère. Lui, il travaillait de chez lui. Et, enfin, on gagnait pas d'argent avec, quoi. Donc là, on nous propose 250 000 euros. Et c'est là où finalement j'ai dû créer d'ailleurs la société. Parce qu'avant Ah, ça, la on le société faisait. n'était pas créée encore? Non, Ouais, on faisait ça les un peu, génies. voilà, on avait créé une société, mais une société que Gabriel avait créée, une LLC, donc c'est pour te dire, aux États-Unis, parce que c'était via Google et que c'était plus facile de se faire payer comme ça. Mais c'était pas une vraie société française et on a créé la SCRL quand ils nous ont proposé de mettre de l'argent. Et ce qui était assez drôle, c'est quand j'ai créé cette société en 2007, je suis arrivé, c'était à la Société Générale, j'ai voulu ouvrir le compte pro. Quand le banquier m'a dit, enfin le conseiller m'a dit, mais c'est quel projet? Je fais, c'est un projet sur Internet.
il voulait pas ouvrir le compte. Mais réellement, il disait: «Ah non, non, ça c'est des projets qui nous intéressent pas». Enfin, ça lui faisait peur et je lui disais: «Ouais, mais j'ai, en dépôt de capital, en effet, c'est 1 000 € le capital social, mais j'ai 250 000 là qui arrivent tout de suite». Ça a changé totalement la donne et tout Ouais. de suite, il nous a ouvert le compte, il nous a fait placer ça en SICAV ou je sais plus, enfin, c'était assez drôle. Mais il hallucinait de voir, mais comment un jeune, parce que j'avais vraiment 18 ans ou 20 ans à l'époque, comment il peut arriver avec 250 000 € sur un projet comme ça. Ouais, putain, c'est gaulerie. Donc là, du coup, vous montez la société, vous avez 250 000 euros. Eux, ils vous accompagnent un peu, genre ils vous mentorent, ils vous coachent parce que, bon, de toute façon, enfin, là, on voit bien que vous êtes un peu de petits geekos qui avaient monté votre truc, mais vous n'êtes pas encore des businessmen, quoi. Oui. Alors, il nous ment. Alors, Et surtout Gabriel, pas, peut-être pas, surtout pas des gestionnaires. pas du tout, Oui. pas du tout, mais on va en reparler. Mais c'est là où j'ai vu que j'ai tout appris, mais à mes dépens pour pas mal de choses. Euh, Gabriel, déjà, a toujours travaillé de chez lui. Donc, il habitait à Perpignan à l'époque. Maintenant, bon, il vit aux États-Unis depuis 15 ans. Mais donc moi, j'étais tout seul à Paris. Donc la première chose, c'est qu'ils nous ont prêté leur bureau. Ils avaient des très beaux bureaux dans le 17e arrondissement. Pas mal. Donc ils nous ont prêté des bureaux gratuitement, etc. Donc, et en plus de ça, oui, vraiment, ils nous mentoraient. C'était vraiment bienveillant. Ce qui était génial, c'est qu'en plus, c'était un peu les incubateurs à l'époque n'existaient pas, mais il y avait toutes les boîtes qu'ils avaient rachetées. Il y avait aussi la régie qui était là. Donc en fait, moi, ça me permettait de rentrer dans un endroit où je bossais de ma chambre, un endroit où il y avait la régie publicitaire, il y avait Optello pour l'audiotel, il y avait tout un tas de sites dans lesquels ils avaient investi ou qu'ils avaient racheté. Et du coup, voilà, je rentrais dans un écosystème où je découvrais absolument tout le monde. Et pour le coup, ouais, ils étaient vraiment bienveillants, ils nous accompagnaient. Et le fait, en plus, que ce soit une régie publicitaire qui investit chez toi, forcément, on passait devant certains autres sites Ouais, internet. ok. Donc, on avait forcément les meilleures campagnes qui étaient dédiées sur notre plateforme. Du coup, c'est quoi pour, on va dire, pas pour finir sur ce projet, parce qu'il y a encore quand même pas mal de, enfin, Ouais. quelques trucs à dire qui sont hyper intéressants. Mais c'est quoi, du coup, c'est quoi là ou les deux, trois grandes étapes qui viennent après? Alors, les grandes étapes, c'est que finalement, ce projet, nous, j'ai l'impression que le fait d'avoir levé des fonds, ça nous a un peu, euh, pas fait prendre le melon, mais en gros, on s'est dit, on a beaucoup d'argent, donc on va le dépenser. Donc, j'ai recruté plein de personnes sans, voilà, sans vraiment réaliser si on Ouais, avait tu t'es besoin dit de que cette 250 personne. 000, c'était beaucoup d'argent, Ouais, alors c'est qu'en ça. en fait, en soi, et sans faire offense à personne, en fait, 250 000 euros, c'est pas beaucoup. En fait, Ça part très, ça très peut se vite. cramer très, très Et facilement, ça, je quoi. m'y attendais absolument pas, tu vois? J'avais pas de logiciel pour gérer ma trésor, et cetera. Et du coup, très, très vite, en fait, ces 250 000 €, on a dû les utiliser en un an et demi, je pense. Ce qui Heu, est déjà pas mal. Ce qui était pas Enfin, mal, mais on partait, on tu n'était que aurais pu le 2. cramer Et plus vite. j'aurais pu, oui, mais en fait, je sais même pas qui recruter, comment recruter, donc j'allais pas non plus prendre 15 personnes d'un coup, mais je sais plus où est-ce que partait l'argent, mais c'est parti assez vite. Et surtout, en fait, quand tu te rends compte que quand tu lèves des fonds aussi facilement et quand tu lèves des fonds trop vite, tu vas plus te concentrer sur, le principal, c'est-à-dire comment gagner de l'argent. Ouais, les Heu, revenus, c'était le cadet de vos soucis, quoi, peut-être. Exactement. C'était, voilà, on tentait d'autres choses, et cetera. On continuait à vivre de la pub, mais la pub, il faut savoir que c'est un cours de bourse. Donc tu vas avoir des mois où tu vas faire des mois plutôt raisonnables, ne gagnez pas d'argent pour autant, ou des mois où c'est catastrophique. Juillet, août, janvier, des dates, enfin il y a une saisonnalité en fait sur les Ouais, parce campagnes de qu'en pub. plus, tu pas encore l'audience du mobile. Donc, en fait, si les gens ils sont Ouais, pas devant leur ordinateur, et bah, vous avez rien, quoi. ouais, exactement. Et donc voilà, c'est ce qui nous a amené beaucoup de problèmes. On a dû relever des fonds une deuxième fois. Donc là, cette fois, on est vraiment parti en process de levée de fonds. C'est nous qui sommes partis chercher des fonds. On Mais a c'est levé. pas avec ce même fonds, du coup. Non, je crois qu'ils ont mis un peu en rajoutant derrière, mais on a levé auprès d'un un vrai fonds d'investissement. On a levé 350 000 €, ce qui nous a permis de retarder un peu plus l'échéance. Donc on a revécu avec ces 350 000 €, mais cette fois, je crois pas sur un an et demi, mais un an. On a dû relever encore derrière 250 000 pour continuer à survivre. Et ce qui était assez marrant, c'est que quand on levait des fonds, encore une fois, on levait pas sur un prévisionnel en disant on va faire des millions, mais on levait sur une audience. C'est-à-dire qu'on disait, bah là, on avait atteint, je crois, à une époque, 12 millions de visiteurs uniques par mois. Ouais, mais c'est ce qui faisait bander tout le monde à l'époque, en fait. C'était Totalement, ça le. Il n'y totalement. avait pas encore trop la loi des logiciels, des SaaS ou quoi. C'était l'audience qui était maître, en fait, sur Internet, quoi. C'est ça. C'est ça. Et après, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui nous a quand même, enfin, ce qui nous a fait mal. Pourquoi? Non pas pour l'audience, parce que l'audience, mine de rien, on était toujours très bien référencé sur plein de requêtes. Donc, ça stagnait, on n'avait plus de croissance comme avant. Par contre, c'était en termes de monétisation. Les annonceurs, en fait, allaient de plus en plus Ouais. annoncer En sur fait, c'est le des paradigme Facebook. qui change, quoi. On passe au web 2.0, quoi. Ouais, totalement. Et on est arrivé je pense que c'était en 2010, 2011, où là, on était vraiment en difficulté, en très grosse difficulté. On a dû se mettre en redressement judiciaire. Ouais, parce que là, grosso modo, tu avais déjà fait deux petites levées en plus de la première. Oui. Alors, deux petites à chaque fois, donc entre 200 et En 250. tout, on a levé 950 000 Ouais. €. Et sauf que là, enfin, au bout d'un moment, les fonds, ils arrêtent le massacre. Et peut-être qu'en plus, c'est plus forcément à la mode. Les sites qui font des grosses audiences, c'est tous les sites qui vont être réseaux sociaux friendly. Enfin, on va dire réseaux sociaux.
Facebook et Twitter friendly, quoi. Ouais, et dans les erreurs qu'on a faites, tu vois, on avait 2 choix, on aurait pu pivoter au bon moment. C'est-à-dire que quand je vois des Wix ou des choses comme ça, ou des plateformes comme WordPress aujourd'hui, on avait un outil tellement puissant qu'en fait, on avait juste potentiellement à modifier notre business model et dire on n'est plus sur un modèle publicitaire, on est sur un modèle d'abonnement Ouais. où vraiment on va pousser On avait un partenariat avec Société.com qui faisait partie de la boîte où on avait en fait à l'époque Papers n'existait pas, mais on avait toute la base de données des sociétés et on pouvait appeler toutes les sociétés pour Oh leur my dire créez god. votre petit site internet avec notre système. On avait un super outil pour le faire et finalement c'est pas ce qu'on a fait. On est parti justement sur le côté réseau social où moi j'étais focus, donc c'est de ma faute, hein, c'était mauvaise mauvaise idée, mais j'ai vu tous les réseaux sociaux arriver et je me suis dit mais en fait Caseo, on va le transformer en réseau social. Donc on avait commencé à faire vraiment quelque chose de super, un feed d'actualité, un chat en interne, un espèce de messenger en temps réel. On avait investi beaucoup de temps là-dedans et c'était pas du tout la bonne solution. Il fallait qu'on se focus sur le produit, finalement Ouais, le j'avoue, produit de là, tu aurais base. fait un Wix ou un WordPress. Donc, pour expliquer aux gens, bon, WordPress, je pense que c'est plus clair pour les gens. Mais en gros, vous aviez la techno qui permettait en fait de créer des sites. Vous, en fait, plutôt que de faire payer le créateur de site, vous faisiez en gros payer des annonceurs et donc en fait, par la pub, en fait, c'est l'audience qui était monétisée. Alors qu'en fait, le bon pivot à ce moment-là, ça aurait été en fait de faire payer le créateur de site. En fait, il aurait eu sûrement encore une fois une version free où tu fais ton site un peu Mm. basique, dessus il y a de la pub ou quoi. Mais après, avec un abonnement premium, ça lui retire la pub, il peut mettre plus de choses et en fait, c'est comme ça que vous auriez pu, Ouais, survivre. Parce qu'en plus, là, ça aurait été du véritable MRR et vous exactement. auriez pu été en fait, en fonction des aléas Indépendant, ouais. de la publicité, de l'audience et puis en fait des changements de paradigme comme, tiens, Facebook arrive et commence à piquer tous les budgets des annonceurs, quoi. Oui, totalement. En fait, on se basait tellement sur le trafic à se dire, on avait atteint, je sais pas, peut-être 500 000 blogs, et on se disait, il faut qu'on garde ces 500 000 blogs. Finalement, peut-être qu'on aurait pu se contenter de 10 000 blogs payants. Et déjà, en coût d'hébergement, etc., ça nous aurait coûté moins cher. Mais finalement, c'était comme tu dis, du MRR. Enfin, c'était beaucoup plus facile à monétiser derrière. Et voilà, on l'a pas fait. Donc là, Euh, ça, tu rentres en RJ, donc en fait en redressement judiciaire. On va peut-être redonner une définition de ce qu'est le redressement judiciaire. C'est pas encore l'échec et mat. hmm, C'est juste que on tu te donne une arrives au dernière chance. tribunal, tu te mets en redressement judiciaire. Donc déjà, quand même, souvent, c'est quand même bien vu. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en difficulté et en fait, tu fais pas une faute de gestion dans le sens où là, tu dis, excuse-moi, je suis en Il faut. difficulté, Hmm, faut qu'on m'aide. ouais. Parce que si tu te mets pas en redressement judiciaire, on peut considérer ça comme une faute en mode fuite en avant. Et là, tu peux, en tant que dirigeant, tu peux le payer plus tard lors d'une future liquidation judiciaire. Ouais. Là, tu te mets en redressement. Ça veut dire qu'en fait, quoi, le tribunal gèle tes dettes pendant Les un certain privilèges temps. notamment, donc ce qu'ils appellent les privilèges chez l'URSSAF, etc. Donc tout ce que tu dois à l'URSSAF, tout ce que tu dois aux impôts, bah, finalement, ils te font un échéancier. Ouais. Déjà, ils te gèlent totalement et ensuite, ils vont te faire un échéancier pour essayer de sauver Ah oui, quand on dit il gèle, c'est pas annulé. C'est Non, juste c'est pas que annulé. du coup, c'est C'est pas étalé dans annulé. le temps et c'est officiel et c'est légal, quoi. C'est légal et tu as aussi un mandataire qui va essayer de négocier avec les différents prestataires ou autres pour voir, voilà, est-ce que on peut vous payer en temps de temps? Est-ce que vous êtes capable d'accepter qu'on vous paye que 50% de ce qu'on vous devait, mais au moins on vous paye tout de suite? Voilà, en gros, c'est quelqu'un qui va, enfin, l'administrateur et le mandataire qui vont faire en sorte de sauver un peu la boîte et Ouais. de repartir sur des bases saines. Et voilà, donc en redressement judiciaire, c'était super compliqué, surtout que moi, j'ai pas les épaules pour dire à mes salariés, en tout cas à l'époque, je vais devoir licencier, etc. Donc voilà, c'était très, 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 très compliqué comme période. Je me suis fait aider par un ami qui est devenu un ami ensuite, qui m'a aidé, en fait, qui a réinjecté de l'argent, voilà, pour reprendre le projet en main, pour nous sauver finalement, nous permettre de survivre. Ce qui a permis, donc je la fais très courte en tout cas pour terminer sur la plateforme de blog, il a remis des fonds propres finalement dans la société. Il m'a même aidé à racheter un concurrent pour, j'aime pas trop ce terme, mais habiller la mariée et aller le revendre. Et finalement, la plateforme a été revendue au groupe Webedia en 2000, alors j'ai plus la date exacte, 2013, 2014. Webedia, qui était un peu le seul acteur à l'époque qui rachetait de l'audience. Ils venaient de Ouais. racheter Allociné, ils venaient de racheter jeuxvideo.com, ils avaient racheté notre concurrent Overblog. Donc voilà, ils ont racheté toutes les plateformes Plus de blog. tard, ils ont racheté Talent Web, qui était la boîte, en fait, la boîte de régie YouTube de Squeezie, Exact, Cyprien, c'est Norman, vrai. Natou, Mister V et John Rachid. Donc en fait, voilà, pareil, Webedia, c'est des gens qui rachetaient de l'audience Oui, pour aller y mettre de la publicité un peu partout, quoi. c'est ça, ils avaient leur région interne. Je pense qu'ils étaient capables en tout cas de mieux monétiser que nous. Et voilà, et donc ils créaient vraiment un groupe Ouais. média. Et c'était, on va dire, le bon acquéreur. On l'a un peu vendu à la casse, mais au moins ça a été cédé derrière. Toi, tu récupères un peu d'oseille quand même là-dessus. Un peu. Un peu, bon, c'est pas non plus le Mm. truc du siècle, sachant qu'en effet, tu avais peut-être la techno pour faire quelque chose de très gros, donc c'est quand même un moindre mal. Oui, oh non, c'était. En Mais fait, psychologiquement, t'en sors comment de ça?
Psychologiquement, comment j'en sors? Bah, alors là, tu vois, avec le recul, je me dis, en fait, c'est là, ce côté de pivot de mon erreur stratégique, en fait, je l'ai vu longtemps après. Psychologiquement, je me suis juste dit: «En fait, je suis pas fait pour entreprendre, en fait», parce que Tu as je une trentaine d'années à ce moment-là ou un peu moins? Peut-être en 28, 29? ouais, je dois avoir 30 ans, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, 29 ou 30 ans. Bah, je me dis juste que je suis pas, voilà, je suis pas assez bon pour gérer une société parce que je suis pas capable de comprendre les charges d'une société, de comprendre, enfin voilà, plein de choses. C'est, j'ai toujours envie de recréer quelque chose parce que par contre, ce qui m'a fait kiffer vraiment dans ce premier projet, c'est, et c'est ce que j'ai continué à faire par la suite, c'est de me rendre compte qu'avec mes mains, et c'est ça qui est génial dans le métier qu'on fait dans le numérique, c'est contrairement à d'autres secteurs d'activité, tu peux partir de zéro. Si tu es capable, toi, de faire des choses de tes mains, de passer un peu de temps, bah, tu peux, en partant vraiment de zéro, avec un capital de zéro, créer quelque chose qui peut monter derrière. Donc ça me donnait envie de refaire quelque chose. Mais par contre, ouais, c'était un énorme échec et j'avais honte aussi, donc j'en ai reparlé même avec des anciens salariés et cetera, en disant: «Mais tu sais que j'osais plus te parler à ce moment-là parce que j'avais honte, j'avais l'impression d'être un peu le loser quoi, qui a tout Ouais. planté», et qui me disent: «Mais pas du tout, on t'en veut pas du tout. Au contraire, on trouvait que c'était génial à ton âge tout ce que tu as réussi à faire», parce qu'on est quand même monté assez haut pendant un moment, on a fait de belles choses. Mais c'est vrai que c'était un échec et tu as honte quand on arrive là, quoi. Yes. Donc du coup, c'est fini. Tu as pris quand même un petit bifton. C'est pas non plus, tu pas non plus dans un truc de ouf. Hem, il va y avoir du coup un moment un peu pas de flottement, mais quand où tu continues à entreprendre, je crois que tu montes une petite agence 360. C'est ça. Tu voilà, où tu fais des sites internet, de la charte graphique, tu fais un peu de tout quoi, quoi. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, les gens qui montaient des agences de com, ils étaient tous 360 et genre c'était, un bon truc de dire: «On est une agence 360». Alors que maintenant, Ah mais on est aux antipodes de ça. c'est un Maintenant, quand tu es no-go. une agence, bah, il faut te spécialiser sur une niche parce que sinon, en fait, tu es son père par rapport à la masse, quoi, en Ah fait, mais c'est quoi. sûr, et surtout que moi, enfin même aujourd'hui, si on nous démarche pour Split, que la personne me dit: «On propose ça comme service, ah vous faites aussi du mailing? Mais attendez, pour le mailing, je vous sors, j'ai ça aussi». Enfin pour Ouais, moi, c'est comme si tu sors des montres et j'ai ça aussi à vous vendre. Bah, c'était un peu ce qu'on faisait, mais c'est parce que, on le faisait bien, mais parce que voilà, c'était plus un en mode survie, pour moi aussi, pour avoir quelque chose, un salaire tous les mois. On était quand même assez nombreux, hein, dans cette agence, mais finalement, c'était pas le modèle, en tout cas que moi j'aime faire parce que, ouais. voilà, je préfère encore une fois créer des produits. Parce que c'est une Heu, agence, du coup, que tu as arrêtée quand tu oui. as eu l'idée de Split. C'est ça, on l'a arrêté, pas j'étais pas le seul dessus, mais on l'a Ouais. arrêté, tous ensemble, oui. Alors du coup, voilà, on va arriver quand même à Split quand même, qui est donc du coup ton projet, d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent le podcast connaissent, au moins de nom, parce que c'est quand même un très, très beau succès. Donc Tu encore parles une souvent fois, sur LinkedIn aussi, c'est pour ouais, ça. j'essaie, c'est pour ça aussi. Peut-être que les gens qui me connaissent savent que j'en parle assez souvent. Donc Split, SPL3I, T, split.com, hein, on est d'accord? Ouais. Vous avez le point .com. Est-ce que tu peux raconter un peu la genèse? Et j'avoue que même moi, en fait, je me rappelle plus, donc du coup, ça m'intéresse. Comment tu as l'idée de Split et comment, en fait, c'est ça, en fait, qui est impressionnant, enfin, qui est impressionnant, je vais pas non plus, te mettre trop de pommade, mais ce qui est beau, en fait, chez toi, c'est que tu as eu donc cette idée et tu l'as tout de suite, testée et en fait, c'est ton exécution dans les premiers mois que je trouve qui est assez intéressante et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Oui, Comment bien tu as sûr. l'idée de Split? Alors l'idée de Split, ça part d'une conversation. En fait, c'est assez drôle parce que je te parlais de mon tout premier projet. C'est sorti d'une conversation avec mon ex-copine qui avait un Skyblog en disant: «Mais c'est moche ton truc, je vais pas faire». Bah, là, c'est pareil, je parle avec ma compagne de l'époque et en fait, elle partageait son compte Netflix à des copines, jusqu'au moment où l'une de ces mêmes copines lui dit: «Écoute, est-ce que tu veux qu'on paye, à plusieurs Apple Music famille et tu verras, ça va nous coûter moins cher» et cetera, et elle me dit, c'est bizarre qu'elle me demande ça parce que moi je lui propose gratuitement, enfin je lui donne gratuitement mon accès à Ouais, Netflix et en contrepartie elle me demande de payer. c'est une pince de ouf, quoi. Bah, alors oui, non, parce que je peux pas dire qu'aujourd'hui c'est une pince de partager son abonnement sur Split et de le faire payer, Ah non, mais en mais fait, par de contre au vouloir contraire, l'autre truc gratos d'un je côté et de pense pas qu'elle vouloir payer de elle avait l'autre. presque oublié en fait le fait Ouais, qu'elle ait profité du Netflix. Par contre, ce que je disais, c'est, je disais: «Mais au contraire, je trouve ça fair de dire, tu payes ta part Netflix et tu payes et on pourrait le faire pour plein d'autres choses». Et du coup, je lui dis: «Bah, attends, mets un Lydia en place ou mets un PayPal», et là, on se regarde très vite, hein. Je regarde le jour même, en fait, parce que j'aime bien aller dans des choses concrètes quand, et on se rend compte qu'en fait, sur PayPal, tu as pas les virements automatiques qui peuvent être émis pour des, bah, peu importe le montant, d'ailleurs, tu peux pas émettre des montants récurrents, à quelqu'un, et Lydia, pareil, étonnamment, en fait, Lydia existait déjà, c'était ouais, tu génial peux pour, sur Stripe, mais alors Stripe, oui, oui, tu peux mais générer c'est maintenant du des B2B, quoi, abonnements. tu peux pas en C'est en plus, perso, quoi. Ouais, n'importe qui n'a pas accès à Stripe ouais. et donc Lydia, qui est un service B2C, ne le permettait pas. Et vraiment, l'idée partie de ça. Je me rappelle, j'appelle Brice, que tu connais, hein, qui est mon associé, et je lui dis tout de suite: «Tiens, passe à la maison, j'ai une idée, mais vraiment, Qui est voilà, plutôt designer, lui, hein? qui est designer. En fait, Ouais. j'adore travailler avec Brice parce que,
très vite, en fait, on se complète super bien. C'est-à-dire que moi, je vais te faire des pré-maquettes sur, je sais pas, c'était Keynote à l'époque ou autre, mais vraiment c'est pas des mock-ups sur Figma ou autre, hein, Il c'est travaillait vraiment. chez toi sur Caseo, non? Oui, tout au début. C'était Ouais. l'un de mes tout premiers stagiaires, ouais, Ok, en, c'est 2007, je crois. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi via des connaissances personnelles, mais mon tout premier stagiaire en 2007. Et qui est devenu bah, le parrain de mon fils, mon meilleur ami, etc. Et là, je l'appelle et il vient tout de suite à la maison. Et moi, je me rappelle, je travaille sur le Keynote en disant voilà, ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Et ce qui est devenu très vite le premier MVP de Split, parce qu'on avait, comme tu l'as dit, en fait, j'aime bien en fait, quand j'ai une idée, bah, essayer de la rendre concrète très vite et de l'exécuter. Alors, on avait, on avait un troisième associé donc, qui était aussi un très bon ami à nous. Et en fait, quand on se réunissait pour travailler sur Split, on avait plein, plein, plein d'idées. Et moi, j'étais obligé de les freiner, pardon. Parce que souvent, on fait l'erreur quand on a une idée comme ça, c'est de vouloir aller trop loin tout de suite. C'est-à-dire qu'on a envie de créer une Ferrari alors qu'il faut commencer étape par étape. Juste mets 4 roues, mets un volant et un truc qui roule, quoi. Exactement. Et tu sais, tu as une image qui est connue comme ça avec la trottinette, etc., qui Ouais. évolue. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est là où je regrette pas finalement ce premier MVP. C'est qu'on avait, je peux le dire maintenant officiellement, mais on avait un peu triché sur ce qu'on proposait derrière. C'est qu'on avait fait une très belle landing page avec voilà, l'idée de base, avec une espèce de calculatrice. Mais derrière, il n'y avait pas grand-chose. Les paiements ne se faisaient pas via un PSP de paiement. C'était du PayPal. Enfin, c'était juste du Tu le bricolage. faisais à la mano, quoi. Ouais. On le faisait à la mano. Ouais. Ouais. Et voilà, c'était le tout premier MVP et ce qui nous a permis de voir très très rapidement qu'on avait un potentiel énorme. Parce que comment tu chopes tes premiers clients? Parce qu'en Ouais, fait, du coup, on va peut-être quand même redire encore une fois avec tes mots ce que fait Split. Parce qu'en fait, Split, du coup, c'est en fait, c'est une sorte de. Votre métier, c'est de mettre en relation une offre et une demande. Mais du coup, tu peux faire deux choses sur Split. Tu oui. peux partager tes propres comptes que toi tu payes, ou tu peux aller en fait. Alors, c'est quoi le mot là? On va pas Rejoindre en dire tant que sous-louer. co-abonné, ouais, en fait, tu rejoins, Tu vas un pouvoir abonnement. voilà, rejoindre l'abonnement de quelqu'un d'autre. En Et fait, en fait, l'analogie qui est la plus simple à comprendre, et ça on l'a vu un peu plus tard, mais qui parle à tout le monde, c'est qu'on dit qu'on est le Blablacar de l'abonnement. On peut se permettre de le dire parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je pense, connaît le ouais, covoiturage, le principe du covoiturage et Blablacar. C'est qu'en fait, tu as des conducteurs qui proposent leur place vacante et tu as des voyageurs qui cherchent quelque chose. Nous, c'est pas des voyageurs, c'est des co-abonnés qui cherchent un abonnement pour faire une meilleure affaire que s'ils avaient pris le train en direct ou s'ils avaient pris ouais. leur voiture tout seul. Donc voilà, on est le Blablacar de l'abonnement. Et pour revenir sur l'MVP, ce qui est assez drôle, c'est que l'idée de base de Split, et d'où la conversation avec mon ex-compagne, c'était pas de mettre en relation des inconnus. C'était juste de faire le système de paiement d'intermédiaire. Pourquoi pas mettre en relation des inconnus? Parce que je me disais, aïe, les éditeurs vont pas tellement accepter qu'on mette en relation des inconnus, ça va leur faire perdre de l'argent, etc. Non, Donc, puis il y a la question de confiance, parce qu'en fait, heu, aussi, oui. moi, en fait, c'est vrai que moi, je fais pas partie des tout premiers clients de Split. C'est-à-dire que moi, quand j'ai connu Split, ça marchait déjà. Je t'avais rencontré, tu m'avais expliqué et du coup, j'avais confiance. Je me disais: «Bon, de toute façon, je vais pas me faire» parce qu'en fait, c'est ça, parce que de base, il faut quand même donner tes Oui, mots de passe. Donc c'est quand même, oui. quelque chose de pas anodin et c'est vrai qu'en soi, bah, moi, j'ai jamais eu de problème, depuis, 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans Ouais. que j'utilise, mais c'était peut-être ça aussi ta crainte au début, non? En fait, on a eu plusieurs sujets. En fait, c'est souvent, en fait, d'ailleurs, quand tu démarres un projet, tu as les craintes, enfin voilà, tu as plusieurs choses. Et dans les choses qui revenaient le plus souvent dans les questions, que ce soit des clients, que ce soit des médias, c'était le côté légal et le côté sécurité. Donc là, tu parles du côté sécurité. C'était en effet du partage d'identifiants. Et là-dessus, en fait, on a eu de la chance, c'est qu'à l'époque, en effet, beaucoup de partages se faisaient par identifiant. On en a parlé en intro sur Ouais, Netflix. Désormais, la plupart des abonnements sont par lien d'invitation. Donc ça ouais. veut dire que chacun a ses propres accès. Personne ne partage ses identifiants, c'est totalement sécurisé, tu ne risques absolument rien. Après, en termes de sécurité, ce qu'on a fait dès le début de Split, c'est qu'on a en fait utilisé le principe du compte séquestre. C'est-à-dire que quand tu vas payer quelqu'un, un propriétaire d'abonnement par exemple, on va pas, moi, je te prends une place, les 5 euros que je vais te donner, tu vas pas les prendre, les 5 euros, et les mettre sur ton compte bancaire direct. En fait, ce qui va se passer, c'est que Split séquestre les fonds pendant 30 jours. En mode tiers de En confiance. mode tiers de confiance, on s'assure que pendant les 30 jours, parce que c'est tous les 30 jours, ça se renouvelle, mais pendant les 30 jours, Hugo a bien donné les accès à Jonathan, donc au bout de 30 jours, ton argent va être débloqué. Ce qui veut dire que même si Hugo voulait récupérer l'argent et me voler, bah, le co-abonné est toujours, voilà, il perdra pas parce qu'il sera Ouais. remboursé quoi qu'il en soit. Donc tout ça, en fait, on a réussi à lever un peu ces barrières. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, en termes de confiance, et aussi voilà, on se sert beaucoup, c'est vrai, des avis des clients. Sur Trustpilot, on a plus de 3500 avis, on est à 4.7, 4.8. Et je pense que ça rassure les gens, en fait, avant même de venir sur Split. J'ai regardé d'ailleurs sur Google, si tu tapes Split, la deuxième requête la plus tapée, c'est Split avis, parce que les gens ont besoin d'être Ah rassurés. oui, carrément. Et je pense que tu vois, là, ce que tu dis, c'était pareil au tout début. J'aimerais bien, je sais pas, c'est Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour lui, en effet, pour
les tout premiers voyageurs de Blablacar, ils devaient être méfiants aussi de voyager avec des inconnus, de savoir, etc. Il a dû rassurer en fait sur plusieurs critères pour dire non, tu ne risques rien en voyageant avec cette personne. Ils ont mis des systèmes assez drôles d'ailleurs sur Blablacar pour mettre des avis, mais aussi pour rassurer sur le voyageur. Bah, nous, c'est pareil, on a mis ce qu'on appelle un indice de confiance. On valide aussi l'identité de la personne avec des KYC, donc on a tout un tas de sécurité finalement qui rassure pour mettre en confiance. Ok, hyper clair de ce côté-là. Mais quand vous avez donc le MVP qui s'appelle tout de suite Split, vous avez tout de suite Ouais. l'idée de la marque? Split, alors Split avec 3 i. Enfin, très simplement, pourquoi Split avec 3 i? C'est que Split, donc l'idée de la marque, c'est l'un des cofondateurs, donc Stéphane, qui avait eu cette idée, qui parle beaucoup mieux anglais que Brice et moi, qui avait parlé avec, je crois, une cousine qui habite aux États-Unis et qui lui avait dit est-ce que voilà, si je te parle de ce projet, quel nom te viendra en tête? Elle lui avait dit Split. Et tout de suite, en fait, il nous avait fait la traduction. Donc, split divisé, en effet, ça avait du sens. Et je voulais déposer, donc split.com, forcément, c'était déjà pris, déjà déposé, on ne pouvait rien en faire. Split2i.com existait, mais il était à vendre. Donc, j'ai tenté de racheter le nom de domaine, mais on m'a proposé 250 000 euros. Donc, ça faisait cher pour se lancer sur un projet juste pour le nom de domaine. Et du coup, j'ai tenté, mais l'ultime, en fait, c'était c'était la dernière chance. Je me serais jamais permis de prendre Split avec 4i, là, ça faisait vraiment beaucoup. Split3i.com. Là, il est prêt, donc j'en parle avec Stéphane et Brice. Et on dit on le tente, et on l'a tenté. Finalement, on le regrette absolument pas. Et je crois que c'était à refaire d'ailleurs. Même si j'avais les moyens aujourd'hui de racheter split.com avec un i, je crois que ce serait une redirection vers split avec 3 i. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que c'est assez drôle. Quand tu en as parlé au début, tu insistes bien sur split. C'est I-I-I-T, donc ça t'oblige à épeler même notre nom de domaine. Dans les médias, ils se font tous la petite blague de c'est split, comme ça. Ils l'ont tous fait, mais ce qui fait que ça accroche beaucoup plus qu'une marque classique. Ah ouais, non, on est d'accord là-dessus. Donc, tu lances le premier MVP, c'est split.com. Et alors, quand on a eu l'idée, on a monté son petit MVP, donc du coup, qui a très fake it until you make it, puisque du coup, franchement, ça a une belle gueule, mais en vrai, derrière, c'est vous qui faites tout à la mano ou quoi. Mais comment on le lance? Parce qu'en fait, pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait du monde dessus, qu'il y ait des choses à partager et des gens qui veulent du coup, qui cherchent des abonnements, enfin des co-abonnements. Ouais. Comment tu lances ça? Comment on fait un lancement? Ouais, c'est Bah, toi, est-ce que tu as lancé ou est-ce que tu l'as mis en ligne et tu as été crescendo? C'était quoi ta stratégie à ce moment-là? Non, ma stratégie, alors j'ai envie de dire, enfin ouais, j'ai eu de la chance pour mon premier projet parce que sans me rendre compte, je faisais du SEO sans le savoir en faisant de l'échange de liens. C'est ce qui a fait que le premier projet, quand on tape créer un blog gratuit, bah, on apparaît en première page et ça a décollé. Non, là, c'est un coup de chance énorme. C'est qu'en fait, Donc, tu es un gros chatard, en fait, c'est ça, en fait, l'idée, quoi. bah ouais, donc clairement ouais, pour ce projet-là, parce que je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps si on n'avait pas eu cette opportunité. Mais je sais plus comment, mais sur Facebook ou sur LinkedIn, une personne me contacte en me disant: «Voilà, je fais du RP, donc je fais de la relation presse. J'adore le concept de ce que tu as créé. Je te propose de faire un communiqué de presse». Il a tous les contacts médias et autres. Et tu vas pas me payer parce que nous, on n'avait absolument pas les moyens de le payer, même 1 000 € en fait pour la prestation. Ouais. Il me dit: «Tu me paieras uniquement en cas de succès». Donc c'était, voilà, on avait tout à gagner. C'est-à-dire qu'il avait mis une grille tarifaire. Un podcast, c'était 150 €. Un passage presse, c'était, je sais plus, 300-400 €. Un passage JT, donc quand même le JT, voilà, c'est le top du top, c'était 1 200 €. Mais tu te rends compte qu'un passage JT, 1 200 €, ça les vaut Ouais, largement. ouais, tu les payes, mais sans réfléchir, quoi. Et donc on fait ça et je dis: «Bah, écoute, ça n'engage à rien». Il y avait même pas de Mais minimum comment ils te garantie. voient sur LinkedIn? C'est-à-dire que tu avais commencé un peu à en parler ou Alors honnêtement, on n'avait eu aucun média, on n'avait pas dépensé un centime en publicité, parce que je te dis encore une fois, on n'avait pas les moyens de dépenser un centime en pub. Il faudrait que je repose la question. Il s'appelle Vincent. À Vincent, comment il m'a connu? Je Parce sais que, qu'on en fait, à ce moment-là, quand il te parle, ce Vincent, tu as déjà des utilisateurs? Non, juste un projet en ligne. Alors c'est vrai que moi je me suis amusé, c'est ce que je conseille de faire, mais même si ça peut se retourner contre vous un peu plus tard, mais je m'amusais un peu à les commenter sur des services en disant: «Tiens, il y a un site, Split qui permet de faire ça, qui permet de faire ça», donc pas sous pseudo d'ailleurs, hein. C'est pour ça que derrière, je me rappelle, ça avait été reproché j'avais tout un article de blog, sur un blog d'ailleurs, d'une personne qui nous avait allumé au tout début du projet, qui disait: «Et en plus le fondateur qui va lui-même commenter pour faire sa pub sur, ça, 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 ça». Ah Mais ouais, c'est un peu comme ça, donc j'y allais, voilà, c'est du gros hacking mine de rien, tu sais? J'aurais ouais, pu faire pareil avec, sur LinkedIn ou sur n'importe, d'aller démarcher des bien manières, sûr, enfin, ouais. donc je sais pas comment il m'a connu, mais en tout cas, il est tombé sur notre projet et quand il m'a contacté, j'ai fait: «Bah, ça n'engage à rien», il y avait pas de minimum garantie, donc il a rédigé un communiqué qui me plaisait pas du tout. Parce qu'en fait, il avait mis comme titre de communiqué: «Vendez vos mots de passe pour vous faire de l'argent». Ah ouais, c'est Et pas ouf. je lui ai dit: «Attends, là, tu as 2 warnings dans ton titre, c'est vendre», déjà, c'est le mot Ouais. vendre, c'est, non, on vend pas en fait sur Speed, tu vends pas un abonnement.
Et la deuxième chose, c'est que tu dis mot de passe, quoi. En termes de sécurité, tu fais peur tout de suite. Et il m'avait dit non, non, mais regarde. Après, c'est vrai que le communiqué était très bien écrit en dessous. Il me dit il faut savoir que quand tu fais un communiqué, c'est, j'aime pas le terme, dis-le si tu veux, mais Clickbait, clickbait, voilà. C'était pas celui-là que je voulais dire, mais putaclic. voilà. Mais il dit il faut que ça soit comme ça, même pour les journalistes, parce que ils reçoivent en fait des dizaines et des dizaines de communiqués par jour. Et pour ouvrir un communiqué ou au moins ouvrir un mail, il faut que l'objet soit Ouais, accrocheur. ouais, Et de il m'a ouf. dit en fait, c'est ce qui va faire qu'ils vont accrocher. Et ça n'a pas loupé. On a envoyé le communiqué, donc on l'a relu ensemble, etc. Et là, c'était en vacances que le communiqué est parti. Je me rappelle, c'était au mois de juillet. On a eu mais un effet boule de neige énorme. Je crois que le premier qui a diffusé, c'était l'Express. Et après, c'est passé sur Europe 1, sur Skyrock. Le matin, c'était Romano qui avait fait sa chronique des conseils pas chers. Et on a eu absolument peut-être 20 ou 25 médias qui ont parlé du sujet. Donc, alors, c'était très touchy, hein, à chaque fois quand ils parlaient de nous, c'était très zone grise. Et en même temps, c'est ce qui donnait envie aux médias d'en parler. Ce qui fait que très très vite, on a eu peut-être 5000 inscrits sur la plateforme. Et pour revenir sur le sujet de base, c'est que Split, encore une fois, à l'époque, c'était juste un système qui permettait de partager ses abonnements avec des personnes que tu connais déjà. Et là, en fait, on avait mis un petit chat, et c'est génial pour avoir des premiers retours clients, parce que sur le chat, toutes les personnes qui venaient nous parler nous disaient comment on fait pour voir les autres personnes qui partagent, parce que moi j'ai ça, je ne sais pas avec qui le partager. Moi, j'aime le manga, et dans ma famille, j'ai personne d'autre qui aime le manga. J'aimerais bien proposer mes places, ou j'aimerais bien rejoindre. Et on s'est dit, bah vas-y, on va prendre le risque, même si on savait qu'on pouvait potentiellement le tenter. Quand on a vu que 90% des demandes, c'était finalement sur le fait d'être mis en relation avec des inconnus, Ok. on a eu la V1 de Split qui a été lancée officiellement en fin octobre 2019. Ok, donc en fait, ouais, de base, t'avais pas l'instinct de dire on va mettre en relation des inconnus. Et en fait, c'est devant la demande, en fait, de par tes discussions avec tes utilisateurs. Donc en fait, on était sur de la véritable, ce qu'on appelle en marketing de la user research, hein. C'est-à-dire de parler avec les utilisateurs et c'est eux en fait qui vont te dire, c'est le marché qui va te dire en fait comment il veut ton produit, plutôt que d'être fou amoureux de son produit et de pas écouter en fait ce que disent les Oui. utilisateurs, quoi. Alors, c'était un peu entre les deux. C'est-à-dire que cette idée, on l'avait eue, hein. C'est juste qu'on se disait, mais waouh, bah, première chose, comme tu dis, c'est comment on va faire pour rassurer les gens avec des inconnus et en termes légal, donc on en reparlera, mais est-ce que les éditeurs vont accepter qu'on mette en relation des inconnus? Ils peuvent pas nous empêcher aujourd'hui de partager ses frais avec sa famille. Sinon, ça voudrait dire que, je sais pas, Netflix peut t'attaquer de demander à ta petite copine qui vit avec toi de lui demander 5 euros par mois. Enfin, tu peux pas attaquer Lydia pour ça, tu peux pas attaquer PayPal pour un Oui, oui, remboursement. oui. Là, la seule chose, on se disait, c'est un peu plus, ça craint un peu plus, c'était vraiment de dire ouvertement, vous partagez avec des inconnus, des personnes que vous connaissez pas forcément. À Donc ce c'est moment-là, est-ce que tu te fais déjà conseiller par, un ou plusieurs avocats ou quoi, ou pas du tout encore? pas du tout, je me renseigne en fait. T'attends de te f Ouais, tu te renseignes un peu? Pas du C'est tout, ouais. parce que là, en fait, on va pas faire, du faux suspense. Tu vas comme à quel moment tu reçois ton premier petit courrier de tout ce petit monde? Bah, ça va très vite. Le premier c'était Le Parisien, mais en fait, c'était justifié. Dans le sens où Le Parisien nous avait il faut savoir que sur Split, on référence uniquement les offres partageables. OK. Donc une offre partageable, c'est indiqué dans des CGU, c'est, X utilisateurs, X écrans simultanés, X sièges disponibles par invitation. On va jamais mettre un service, enfin jamais, on le faisait à l'époque, Le Parisien, on n'avait pas fait attention, mais on va pas proposer un service qui n'est pas partageable. C'est-à-dire que si le service te dit: «C'est une personne et c'est tout», on va pas le proposer sur Split. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 250 abonnements sur Split disponibles. On pourrait en avoir 800 si on mettait tous les abonnements, en fait, même plus, peut-être 5000, parce que des abonnements, il en existe pour tout, mais qui n'ont pas forcément l'option de partage. Ouais, bien sûr. Et Le Parisien, alors je ne sais pas comment on a fait cette erreur, mais on l'avait référencé alors qu'à l'époque, et ce qui est assez drôle, c'est que Le Parisien aujourd'hui a une offre spéciale qui est partageable avec qui on veut, qui ont créé vraiment avec du lien d'invitation, mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. Et je me rappelle, c'est le tout premier courrier qu'on a reçu du Parisien, et tout de suite, ça fait peur, on a coupé tout de suite le service Le Parisien, et puis voilà, c'est la première lettre qu'on a reçue. Et OK, mais alors du coup, les lettres, on va dire un peu plus sérieuses, elles arrivent au bout de combien de temps? Parce que là, on va dire, là, tu lances vraiment la vraie V1 de Split. On est quoi? On est fin 2019? Fin 2019, oui. Donc là, on Fin arrive octobre 2019. 2020. Alors, déjà, même avant de parler des courriers, je suppose que toi, il va y avoir un énorme, accélérateur. Mmh. Ça va être du coup le confinement. Oui, totalement. Parce qu'en plus, si je me rappelle bien, il y a Disney+ qui sort au tout Waouh! début du Je confinement. pensais pas que tu allais le sortir exactement. Ce que Alors en j'allais te fait, dire, en fait, on a tu eu, sais pourquoi je m'en rappelle? Parce qu'en fait, le jour du confinement, d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire, puisqu'en fait, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille, d'accord. Juliette, que tu connais, qui est née en 2016, et donc à ce moment-là, on est en 2020, donc c'est le jour de ses 4 ans, parce Mmh. qu'elle, elle est du 17 mars, et je me rappelle que, je vais dire peut-être une connerie, mais genre, il y avait une semaine après, il y avait Disney+ qui Mmh. sortait, quoi, et en mode, je crois que c'était en plus où tu pouvais l'avoir gratuitement si tu avais Canal ou quoi, donc moi, je l'avais pris, parce que c'est le moment où, en fait, nous, on avait besoin de bosser. Je lui dis: «Bon, bah,
écoute, maintenant, on va commencer peut-être à mettre Juliette des fois devant des dessins animés ou devant des films, quoi, Ouais. tu vois. C'est le moment où je l'ai mis devant le Roi Lion, des trucs comme ça. Et ça tombait hyper bien, quoi. Mmh. Donc, toi, je suppose que ça a été ça a été une aubaine de ouf, le Ça a confinement. été, mais juste, en fait, on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu remontes en arrière, parce qu'on a nos courbes en fait d'inscrits par jour, et tu vois le lancement de Disney, c'était impressionnant. Parce que forcément, déjà, bah, encore une fois, je parle des médias, mais même sur les réseaux sociaux, quand ça s'est lancé, tout de suite, Disney, dès le premier jour, ils ont eu qu'une seule offre, très simple à comprendre. Je sais plus, c'était 6,99 € par mois. Partageable à 4, clairement. Et en plus, il citait direct, il disait: «Vous pouvez le partager avec n'importe qui, il y a pas de problème. On va pas être comme Netflix à voilà, mettre Ouais, des bah, ils contraintes». voulaient diffuser, quoi. Ils voulaient diffuser Ouais. et bah, forcément donc tous ceux qui allaient proposer l'abonnement Disney se disaient: «Bah, de toute façon, moi je le prends pour 2 personnes dans mon foyer, mais il me reste 2 places». Donc on a eu énormément de propriétaires d'un coup de Disney qui se sont mis sur Split, et à l'inverse, tu avais tous les co-abonnés, donc les personnes qui recherchaient des abonnements, n'avaient pas les moyens de payer 7 € pour un abonnement supplémentaire, qui se disaient: «Bah, je vais passer par Split». Et c'est vrai que le prix de Disney à l'époque, 6,99 € divisé par 4, c'était, voilà, c'était accessible pour tous. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, pour moins de 2 balles, t'avais Disney, quoi. C'est ça. Ce qui était quand même assez fou, quoi. Ouais, et donc il y a eu plusieurs actus. Il y a eu Salto, hein, Feu Salto qui a Ah, qui ça, a c'était pas le fermé. truc de TF1 et M6? TF1, M6 et France Télévisions, Ah ouais, c'était tout qui le est monde, en fait. depuis C'était les chiottes arrêté. collectives, quoi. Mais ce qui est assez drôle, c'est que Salto nous ont contactés pour les mettre en avant. Et c'est là aussi que ça OK. ça commence à me faire plaisir, dans le sens où je me dis, si les éditeurs commencent à nous contacter pour les mettre en avant, ils avaient créé une offre sur mesure pour du partage qui s'appelait Salto Tribu pour 4 personnes et Duo, je crois, pour 2 personnes. Donc tu avais tout un tas de nouveaux services qui se lançaient. Oui, parce Et qu'en fait, en soi, en fait, je me rappelle peut-être les premières discussions qu'on avait eues, parce que moi, la première fois qu'on s'est vu, je te dis, mais comment tu fais avec tous ces acteurs-là? Est-ce que c'est légal, tout ça et tout? Donc, bien sûr, ça, on va en reparler après du côté légal de tout ça. Mais c'est surtout, en fait, je me disais, mais en fait, eux, tu leur fais perdre de l'argent. Et en fait, toi, tu m'avais répondu, bah non, en fait, nous, justement, on les aide à se diffuser parce qu'il y a des gens qui peuvent pas mettre 10 balles de plus pour avoir un nouvel abonnement. Mais par contre, si c'est 2,50 €, et ben ils sont voilà, ça va devenir en fait un ouais, nouvel utilisateur. Et à contrario, il y a des gens qui pourraient se désabonner parce que c'est 10 € par mois, que ça fait un mois qu'ils n'ont pas regardé Disney+. Bon, si c'est 2,50 €, tu te dis: «Bon, bah là, pendant un mois, je n'ai pas regardé, c'est pas grave, je vais regarder le mois prochain». Je me suis exactement fait la remarque avec Disney+. Là où je me dis: «Putain, ça fait 2 mois que j'avais pas regardé». Mais tu vois, ça m'aurait saoulé de me désabonner et là, de me réabonner parce que là, j'ai démarré hier la série Shogun. Alors que Shogun, je d'accord. te conseille une série sur du coup le Japon de 1600, donc à l'époque où même tout le monde entier ne connaît pas encore le Japon et tout. Enfin, D'accord. c'est assez ouf, en mode Japon moyenâgeux, génial. Nouvelle série du coup sur Disney. Mais tu vois, voilà, si j'étais pas en mode partage et qu'en effet, chaque abonnement, je le payais 10 balles, 12 balles, bah, au bout d'un moment, je me disais: «Ah putain, c'est quand même beaucoup d'argent foutu en l'air parce que je le partage pas, quoi». Ouais, tu paierais la consommation presque. C'est-à-dire que Exactement. tu regarderais une série qui va Et du peut-être coup, te prendre Disney un mois aurait de. perdu mon abonnement alors que du coup, ils reçoivent Ouais. je sais pas combien ça coûte maintenant, tu vois? Peut-être 10 Là, ou ils ont 12, bien non? augmenté 11,99, et en plus de ça, ils vont rendre payant le partage, donc il y a des chances que ça augmente encore un peu. Ouais, comme Netflix, quoi. Mais ouais, ouais, c'est exactement Donc le ça. confinement, voilà, gros milestone pour toi, je pense. Gros milestone. Bah, il y avait plusieurs sujets. C'est que, encore une fois, nous, on a eu la chance d'être toujours médiatisés voilà, dans le temps, parce qu'à chaque fois, on parle, enfin, on répond à plein de problématiques. Bah, c'est le fait déjà qu'il y ait de plus en plus d'abonnements. C'est pour ça qu'encore une fois, je te dis, chance ou pas chance, mais bon, Time to Market, Momentum, ouais. je l'aurais lancé en 2015. Il y avait peut-être que 5 abonnements qui existaient. Enfin, tu avais, les Deezer, les Spotify, etc. Mais en SVOD, tu avais très peu d'abonnements. Tu avais Canal+, et ça s'arrêtait là avec Netflix. Bah, en fait, en 2020, on a eu mais un tas d'abonnements qui se sont lancés, et là encore plus. Enfin là, maintenant en 2024, on sait même plus on sait même plus ce qui existe. Paramount, HBO, Prime Video, enfin voilà, tu en as dans tous les sens. Et Le là, je parle pass que de la Warner, SVOD, le hein. machin, ouais, Je parle que de la SVOD parce que tu as la sécurité, enfin, tu as tout un tas de thématiques. Donc voilà, donc les médias disaient comment faire pour souscrire à tous ces abonnements. On était une solution. Deuxième chose, c'est que forcément le pouvoir d'achat, déjà à l'époque, pendant Covid, bah, était quand même assez réduit. Donc voilà, on était une solution pas chère pour continuer à consommer. et puis les gens avaient du temps chez eux. Et c'est ça. Et ils avaient Donc du temps. du coup, Comment, en fait, c'est les seuls abonnements, en fait, finalement, les seules choses que tu pouvais faire pendant le confinement, c'était d'avoir des abonnements numériques, finalement, ou de consulter des choses en ligne. Bah, voilà, c'était le bon moyen de consommer pour moins cher, en tout cas. donc là, gros facteur d'accélération, pendant ce premier confinement et peut-être aussi, sur ceux d'après, même s'ils ont été moins suivis et moins, on va dire, moins massifs. Oui. Heu, Tu vas lever des fonds, toi, à ce moment-là, ou c'est un peu après? Parce qu'à un moment donné, vous êtes est-ce que vous êtes un business qui a besoin qui avait besoin de lever pour accélérer? Alors,
Il faut savoir que du coup, pour revenir aussi à la jeunesse de Split, on aurait pu très bien partir sur un concept en se disant, comme pour, ma première plateforme: «On va faire de l'audience très vite, un tas d'utilisateurs et on aurait rendu ça totalement gratuit». Bah, c'était pas l'idée en fait. Il fallait qu'on gagne de l'argent, même si c'était peu, il fallait qu'on gagne de l'argent. Dès le premier client, il fallait qu'on gagne de l'argent. Ah oui, tu peux donner ton business model du Ouais, le coup? business model, c'est en fait, on prend une commission récurrente, alors on prend une commission récurrente sur les personnes qui s'abonnent. Donc toi, par exemple, tu proposes un abonnement à 4 €, on va te prendre une commission de 50 centimes plus 5, qui n'était pas cette commission, c'était un peu moins à l'époque. Aujourd'hui, c'est 50 centimes plus 5, et de manière récurrente. Donc tant que tu es co-abonné chez nous, on va te prendre cette commission. Pour le propriétaire qui propose son abonnement, lui, c'est totalement gratuit, y compris pour se faire un virement sur son compte bancaire, et cetera. Il y a pas de minimum C'est là-dessus. juste la mise en relation, non? C'est la mise en Ouais, relation une uniquement fois. si tu ne connais pas la personne déjà. Donc, parce qu'on a encore des utilisateurs qui utilisent Split, vraiment pour, voilà, même avec des gens qui connaissent. Ouais, ça, tu peux le mettre en fait quand tu par exemple, moi, je mets, Disney, j'ai 4 écrans, donc je dis que je peux prendre 3 splitters avec moi qui peuvent avoir Disney. Mais en fait, je pourrais le mettre en privé, donc juste un bouton à appuyer Partager le et lien. là, j'ai juste un lien en fait à envoyer que je peux envoyer à C'est ma ça. cousine, Et mon cousin et à un pote quoi, tu ouais, vois? et certains vont te dire, hein, et je sais parce que c'est des critiques qu'on a eues, mais pourquoi tu ferais ça alors que tu peux le faire avec Lydia, avec PayPal, avec un virement bancaire? Alors certes, on est plus cher qu'un Lydia, Lydia c'est gratuit, mais par contre ça te permet de t'y retrouver et surtout sur du micro-paiement récurrent, Ah c'est ouais. super compliqué de faire ses comptes. Là au moins tu as un seul endroit où tu stockes voilà, tous tes abonnements, où tu vois le petit avatar, enfin la petite image qui paye quoi pour chaque abonnement et tu t'y retrouves beaucoup plus facilement. Ah! C'est juste qu'on a Parce mis que un moi UX qui allait avec, avec avec tous ça. mes abonnements, moi, je dois avoir, du coup, 70 €, par mois. Parce que bon, après, moi, c'est parce que moi, je suis abonné à tout et ça va vite, hein, mine de rien. Moi, Spotify, j'ai le truc, famille, Oui, j'ai le truc à 16 €. Donc bien sûr, je crois que j'ai donné un compte, à ma mère et à ma femme. oui, Mais du c'est coup, la moindre des j'avais choses. 3 autres comptes et du coup, bah, tu le divises par 6, bah, je regagne, je récupère 10 € là-dessus. Enfin, du coup, ça va Ouais. vite et du coup, tu vois, cet argent, bah, moi, je l'ai utilisé pour me prendre YouTube Premium. Je pourrais plus m'en passer Toi, tu es le aujourd'hui. client Mais parfait, par hein, contre, j'aurais vachement de mal à payer, je crois, YouTube Premium, c'est 10 € de base. oui, Et c'est ça. Et là, mais par 11,99 contre, tu peux le partager à 4 ou 5. 6. Ah, C'est tu vois 6 ça? Donc, utilisateurs, c'est comme Spotify. je paye que 2 € ou 2,50 €, Ouais. YouTube Premium. YouTube cartonne et c'est Ouais. un bon exemple YouTube d'ailleurs parce Je me que, suis pris l'équipe, je me suis pris, je me suis pris plein de 2-3 autres trucs comme ça en mode presse. Mais par contre, j'avoue que sur la SVOD, je pense que je les ai tous, quoi, tu vois? ouais, non mais toi en plus là tu le client parfait dans le sens où ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte en effet les propriétaires d'abonnements, ils ont enfin comme je te disais, tu pourrais très bien récupérer ton argent tous les mois de manière totalement J'en gratuite. récupère une grosse partie, hein. Tu récupères une grosse partie, mais Je dois toi en fait, récupérer 50 €. tu es le client parfait dans le sens où et d'ailleurs, la plupart des splitters aujourd'hui, le font aussi, mais qui se rendent compte finalement que cet argent, ils peuvent le réinvestir dans un autre abonnement et du coup, ça fait un cercle vertueux au sein de la plateforme qui est juste génial, y compris et là, on va revenir après sur le côté, en fait, des éditeurs. Quel est l'intérêt, en fait, finalement, d'avoir des offres partageables? Mais typiquement, tu as un service alors c'est sûr que tu as les têtes de gondole, Netflix, Disney qui sont connus, mais sur Split, tu as plein de services que les gens ne connaissaient pas du tout. Moi, on me parle souvent de Setapp. Donc pour ceux qui ont un Mac, n'hésitez pas à aller voir Setapp, c'est juste génial. C'est une app store en fait, qui est créée. Alors en plus c'est un service, enfin à la base je crois que c'est une société ukrainienne, mais qui est juste géniale, qui te permet d'avoir plein d'applications. C'est eux qui font Clean My Mac, etc. Ils ont tout un tas d'applications qui sont juste top, uniquement pour les Mac. Bah moi j'ai découvert cette app grâce à Split en fait. Donc ça veut dire que quand je partage mon Spotify, bah, je vais me payer mon setup avec. Je suis aussi abonné à l'équipe. L'équipe, je pense pas que je me serais abonné si Split n'existait pas. Enfin, c'est même pas, je pense pas, c'est sûr. Mais là, en fait, je me permets de m'abonner parce que en fait, il est sur Split et que je veux réutiliser mon solde pour prendre d'autres abonnements. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet de faire connaître aussi des éditeurs C'est plus transparent, quoi. Enfin, c'est plus, c'est indolore, quoi, en fait, du coup. C'est ça que des fois, un abonnement de plus, tu sais, des fois, on se dit: «Oh ça va mec, tu pas à 6 € près». Ouais, grave, on n'est c'est le pas à 6 cumul. € près, mais quand c'est 6 plus 6 plus 10 plus 12 plus 15 plus 20, Mm. en fait, bah, au bout d'un moment, tu dis: «Bah, en fait, on stoppe» et c'est pour ça que, voilà, reprendre un abonnement et tu dis: «Bon, l'effort, c'est seulement 2,50 € et en plus, c'est même pas complètement mon argent puisque c'est l'argent que j'ai récupéré en partageant mon Disney». Bah, tu sais, tu te dis: «Bon, ça reste dans le truc» ou pour moi, Ouais, c'est indolore, quoi et ouais. c'est ça, en fait, toute la beauté, en fait, du business model de Split, c'est que vous, en fait, vous avez tout intérêt, en fait, à ce que l'argent reste dans le cercle puisqu'en fait, sur chaque transaction, évidemment, Split prend une commission et c'est son C'est ça. business model et c'est normal. Et du coup, on a un peu dévié parce qu'on parlait du coup, est-ce qu'on a eu levé des fonds et Ah est-ce oui, qu'on a pardon, oui. besoin de fonds? Non, mais du coup, je viens d'y repenser quand tu me dis ça. C'est que finalement, on a eu en effet deux business angels tout au début qui étaient, que je connaissais, qui sont des amis, qui ont mis tout au début un peu d'argent.
qui nous permettait en tout cas de payer, parce qu'il faut savoir que dans le projet, donc on était 3 cofondateurs et tu avais surtout une personne voilà, qui est cofondateur, je le répète, mais qui ne pouvait pas s'associer pour diverses raisons à l'époque, qui est le CTO, qui est toujours en fait aujourd'hui le directeur technique, enfin qui est lead dev en tout cas chez nous. Et c'est lui qui a vraiment créé toutes les bases du back-end, etc. Donc, il fallait bien le payer. Il ne pouvait pas être associé. Voilà, il y avait plusieurs raisons de ne pas s'associer. Donc, il fallait qu'on le paye. Et pour le payer, nous, on n'avait pas l'argent pour le payer. Donc, on avait levé des fonds auprès de Business Angel. Et ensuite, on a fait avec ça. Et c'est assez drôle parce que quand je montrais, même auprès de fonds d'investissement, on est souvent démarché par des fonds d'investissement, mais quand je montrais notre business model, ils me disaient à chaque fois, mais votre système va jamais fonctionner. Vous êtes des gags centimes, vous gagnez 50 centimes par utilisateur, vous pourrez jamais gagner votre vie avec ça. Bah, on se rend compte que finalement, si, en fait, c'est un modèle vertueux dans le sens où on gagne peut-être que 50 centimes, mais toi, par exemple, tu nous fais pas gagner que 50 centimes, tu nous fais gagner presque 5 euros par mois. Déjà, tu proposes, donc tu es un propriétaire, tu nous fais gagner de l'argent sur les mises en relation. Et en plus de ça, tu as 4-5 abonnements. Bah, le cumul de ces. Ouais, ouais. On gagne en moyenne 0,74 centimes par mois par utilisateur. C'est voilà, c'est la moyenne. Bah, ça chiffre très vite et surtout qu'on a une cible qui est très très large. Ça ne s'arrête pas au service de SVOD. Donc, là aujourd'hui, on a bientôt 170 000 co-abonnés actifs payants. Donc, on a 170 000 paiements qui se font. On a 170 000 fois 75 centimes qui tombent tous les mois. Combien de users là vous avez sur Split? En utilisateur, là, on va dépasser, je pense qu'au moment de la sortie de ton podcast, on aura dépassé les 1 million. Donc, Ouais, putain, c'est fort. on est à 992 000 ou 93 000, je regardais ce matin. Donc là, clairement, les 1 million, on va les passer, étant donné qu'on a à peu près 1000 inscrits par jour sur la plateforme. Et en termes de vraiment la data qui nous intéresse, c'est le nombre d'abonnés payants actifs sur la plateforme. On va atteindre bientôt les 170 000 abonnés payants. Ok. Et donc les 800 000 qui sont pas des abonnés payants, eux, qu'est-ce qu'ils font en fait Alors, tu as deux choses. Tu as les propriétaires que j'inclus pas dedans. Ok. Alors, du coup, on a 60 000 propriétaires. Donc déjà, donc ça fait 170 plus tu as 230 en gros. Tu les considères pas comme un utilisateur payant, eux? Bah, en fait, pour notre chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué. Donc, on a en effet dans Parce notre qu'il y a le facturation paiement de la mise en relation. quand même. Mais la mise en relation, je crois, si je dis pas de bêtises, ça représente 10 000 euros de chiffre d'affaires ou 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Quand la récurrence des co-abonnés finalement nous rapporte beaucoup plus. Mais oui, je pourrais les inclure dedans, mais finalement, on regarde vraiment la data des co-abonnés. Ok. Voilà, Des c'est gens vraiment qui c'est notre s'abonnent. MRR en fait. Alors que la mise en relation, c'est pas un MRR, c'est plus, tu sais pas trop ce que tu vas Ah, faire. one shot, ouais, je suis d'accord. Et donc, on a ces 60 000 propriétaires. Et après, à côté de ça, c'est là où, en fait, en ce moment, d'ailleurs, c'est un gros travail qu'on continue à faire, mais c'est de l'automation, etc. Mais comment relancer tous ceux qui sont passifs, qui sont inactifs? Donc, dans ces 800 000, tu as des gens qui étaient abonnés il y a peut-être un an, qui se sont désabonnés, qui n'ont pas repris depuis. Tu as des gens qui sont juste des curieux, qui ont voulu voir, mais qui n'ont pas osé passer à l'acte, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance. Tu as plein de raisons dedans, et c'est un peu notre boulot, finalement, de les rendre actifs, quoi. Et en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, c'est des chiffres que tu peux donner qui sont publics ou tu les partages pas, ça? Si, je peux les donner. Donc on est à l'équilibre. On est à l'équilibre. À la fin de l'année, on sera bénéficiaire. En chiffre d'affaires, on fait à peu près sur le mois de février, sur le mois de mars, on va être à peu près 140 000 euros de MRR. Voilà. Je sais pas ce que. Donc, ce qui va donner entre 1,5 million et 2 millions de chiffre d'affaires à la Ça fin de évolue pas l'année. mal en fait. Et surtout que là, on a quand même bien commencé l'année. Alors des fois, on a des mois où on fait plus 3%. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, entre janvier et février, nous, on se paye par jour. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est pas du mensuel comme un SaaS classique. C'est qu'on se paye par jour. Donc, le mois de février, qui a 28 jours, bah, mine de rien, on perd 3 jours de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, Alors, 29 cette année. 29 cette année, Ouais. exact. 2 jours de moins, du coup. Mais du coup, on a des chiffres qui varient. Mais en gros, on fait à peu près plus 6% tous les mois. Et après, ça dépend de l'actu. Tu vois, nous, on parlait tout à l'heure du lancement de Disney. Bah, nous, on a des sujets chauds qui nous permettent de faire des croissances au top certains mois. C'est l'augmentation d'un tarif. Là, tu as Spotify qui vient d'annoncer, c'est tout récent, la semaine dernière, qu'ils allaient encore augmenter leurs Putain, tarifs. encore? Ouais. Alors que c'est déjà une tonne, hein, franchement, hein. Bah, je peux te dire que quand ça va passer, donc quand le tarif va augmenter, on est sûr que sur X, dans les médias, on va faire un boost énorme, et tu le vois tout de suite en nombre d'inscrits, on fait x4, x5. Ouais, donc vous, c'est des bonnes nouvelles, ça. Des J'aime bonnes pas le nouvelles. dire, mais Non, c'est voilà, c'est commercialement, des actualités en tout sujets, cas ouais. qui font des grosses croissances de notre côté. Ouais. Ok, ouais, tiens, tu vois, je viens de recevoir un SMS de Split. Non, c'est vrai. Ouais. C'est marrant, ça. Ok, donc là-dessus, donc bon, la levée de fonds, du coup, c'est quand même enfin, c'est presque anecdotique parce que on va dire, c'est du business angel. Je suppose que tu as été approché par beaucoup de fonds. Mm. Qu'est-ce qui a fait que ça ne s'est jamais fait?
Pas Alors, besoin peut-être pour déjà? être honnête, il y a 2 choses. C'est que nous, on cherche pas forcément à lever. On cherche pas forcément à lever parce que finalement, on a réussi à garder notre croissance, chaque mois et on pourrait accélérer en fait. On a plein qui pourraient dire: «Mais allez, maintenant il faut que tu accélères» parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas uniquement en France. On a des enfin, Split aujourd'hui est présent dans tous les pays d'Europe en monnaie euro et on est même très présent en Espagne, en Italie où ça fonctionne très bien. Là, par exemple, on a lancé l'Allemagne depuis 2 mois où vraiment on a commencé à mettre du budget marketing et on voit que ça prend et c'est génial, hein. On a des pays, la Grèce, à Malte, enfin, tu as plein de pays où ça prend tout seul. On a mis 0 budget, ça tourne tout seul. On pourrait se dire: «Bah, tiens, on va lever des fonds et on va se permettre d'aller mettre beaucoup plus de budget en Allemagne, au Danemark», enfin voilà, dans d'autres pays. Mais on préfère le faire à notre rythme. Déjà, pour la enfin, 1 chose, c'est que moi, je pense que ma première expérience m'a un peu terrorisé de me dire: «Tu lèves des fonds, du coup, ça t'oblige, en fait, à accélérer». Enfin, ça t'oblige. Tu dois dépenser plus que ce que tu gagnes, finalement. Donc tu te retrouves à perdre de l'argent. Là, finalement, je préfère me dire: «Ce que je vais dépenser en marketing, c'est ce que je gagne réellement». C'est pas voilà, à la fin du mois, je sais que, voilà, si on gagne 140 000 et qu'une fois nos salaires payés et cetera, il nous reste 25 000, 30 000, 40 000, bah, c'est ce qu'on va dépenser en publicité. En plus, on est sur un système de MRR, donc c'est très facile à calculer chaque mois. Ça déjà, moi, c'était la première chose, c'est qu'on préfère ne pas lever pour cette raison. La deuxième, c'est, le red flag, c'est que quand même les fonds d'investissement qui sont très intéressés par notre projet, parce qu'ils cochent pas mal de cases, hein, on est quand même sur un système de Ah ouais. récurrence, c'est quand même en termes de notoriété, enfin voilà, il y a plein de Puis choses, un produit consumer qui fonctionne, franchement, c'est tellement rare, oui. donc que c'est quand même beau, quoi, tu vois? Ouais et qui en plus est à l'international, qui peut être, enfin qui peut en plus, en termes de scalabilité, on peut vraiment aller partout, quoi. Là, on est juste en Europe, on peut vraiment aller partout. C'est un modèle qui se duplique très facilement, tu as pas de logistique derrière, enfin c'est que, mais le red flag, ça a toujours été auprès des éditeurs, tant que vous n'avez pas sécurisé finalement, auprès des éditeurs vos relations, notamment les gros, hein, Netflix, Disney, bah, c'est compliqué d'y aller. Bah, alors du coup, voilà, on va rentrer aussi dans le vif du sujet, parce que ça, c'est je pouvais pas te recevoir et sans qu'on parle de ça, parce que c'est quand même un vrai sujet. Je pense que c'est la question que tout le monde te pose, en fait, à chaque fois, c'est quelles sont tes relations avec, les Netflix, Apple, Canal, mais même, et autres? En fait, est-ce que toi déjà au début, tu as essayé de prendre contact avec eux? Ou au contraire, tu disais: «Ouais, même moi je suis pas sûr, dans quelle zone je joue»? Comment ça a été quoi en fait, on va dire, ta relation avec tous ces acteurs-là? Et sachant que bon, il y a eu aussi de l'attaque, il y a eu tout ça, bon. Est-ce que tu peux nous parler un peu Ouais. de tout ça? Oui, alors, seul, en tout cas au début, j'avais un peu peur d'aller voir les éditeurs, parce qu'en fait, on me disait il y avait deux cas, enfin Juste 2 quand tu parles des éditeurs, tu parles du coup de ah oui, Netflix, pardon, c'est Netflix, Canal+, Canal+, la enfin tous ces presse et gens-là. cetera. Parce qu'on me disait en fait, j'avais 2 discours quand je posais la question autour de moi, c'était soit: «Bah, ouais, non, si tu le fais là, tu te jettes dans la gueule du loup». Mais en même temps, je comptais pas faire de Split un projet caché, Ah oui. dark, enfin je me disais à un moment, voilà, on entendra forcément parler. C'était mon idée de toute façon que tout le monde en parle et que ça devienne énorme. Soit aller les voir et en fait finalement on a pris la décision d'aller les voir. Alors ce qui est génial, c'est, parce que tu l'as très bien vendu tout à l'heure, c'est que les éditeurs en France, en tout cas tous les éditeurs français, même les plus réticents au début, pour ne pas le citer Canal, bah, qui vraiment, enfin ne pouvaient pas nous voir au tout début. Quand tu leur expliques finalement ce que tu leur fais gagner, quand on parle, bah, du coup d'upsell, donc d'augmenter le panier moyen, du fait de prendre des abonnements partageables, le fait de diviser le taux de résiliation et ça c'est prouvé, enfin c'est chiffré, on divise par 6 C'est la mathématique. résiliation, c'est juste énorme. Le fait, en fait, aussi, quand on fait des sondages en interne, encore un sondage qu'on a réalisé là auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes, où en fait on arrive à prouver que plus de 2 tiers des utilisateurs, s'ils n'avaient pas accès via Split au service, ils le pirateraient. C'est-à-dire qu'ils passeraient par d'autres moyens, voilà, plus illicites, IPTV, streaming, et cetera. Donc on reviendrait un peu à l'ancienne, mais ils ne seraient pas prêts à payer. Voilà, ils seraient pas prêts à payer. Tu as certains services, en effet, en tête de gondole, peut-être qu'ils le paieraient, mais ils passeraient sur l'offre avec pub. Typiquement Netflix, bah, aujourd'hui qui ont des abonnés premium à 20 € par mois quand, tu le partages sur Split, bah, les gens se diraient: «Bah, non, je peux plus le partager, hop, je passe sur l'offre à 5,99 parce que en fait, j'ai pas les moyens de me le payer». Donc finalement c'est là où tu te rends compte que les éditeurs, si vraiment tu fais un calcul, le taux de résiliation divisé par 6, l'upsell que tu fais en proposant des offres qui sont plus chères pour les partager, et le fait de toucher finalement une part du gâteau que tu n'aurais jamais touché, bah, ils sont gagnants en fait et ça Ah c'est mais super compliqué c'est à clair faire en fait, rentrer dans la c'est clairement du bon sens, en fait, du de bon base. sens, bah, du bon sens quand je l'explique et c'est vrai que ça va très vite en fait. J'ai parlé la semaine dernière avec une personne au Poney Club qui, première question, me disent: «Bah, alors c'est génial, hein, ton service, mais les éditeurs, ils peuvent pas te blairer». Du coup, en 2 phrases, il m'a dit: «Mais waouh, c'est du bon sens». La même enfin vraiment pareil, Ouais. tu vois? Bah, c'est juste, je vais pas dire c'est du lobbying, mais c'est en effet, bah, faire des podcasts comme ça, faire des enfin voilà, aller dans des médias pour l'expliquer.
moi, je suis quasiment convaincu que dans 5 ans, ça sera même plus, enfin 5 ans, là, je vois loin déjà, mais dans 2 ans, ce sera plus du tout un sujet. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 ans que ça évolue énormément. Là, on était très mal vu à l'époque. Maintenant, tu as l'équipe, tu parles de l'équipe, mais l'équipe nous ont contactés pour créer des offres, plusieurs utilisateurs. On est partenaire avec Le Monde, on a, enfin, j'ai plein d'éditeurs de SVOD, Canal+, et cetera, qui nous autorisent à le faire et plus que ça, qui vont créer des offres sur mesure pour du partage. Tu as Ouais. Decathlon qui a sorti une offre de coaching, c'était, dès le début, ils ont dit: «On lance une nouvelle offre», mais on s'est dit qu'on n'allait pas lancer l'offre solo uniquement, on va lancer 3 offres, une offre duo, une offre de tribu. Enfin voilà, tu as plein de services finalement qui se sont dit: «Le co-abonnement finalement, c'est aussi un moyen d'acquisition». Parce que, bah, si je suis mis en avant aussi sur la plateforme Split, mine de rien, on a plus d'1 million de visiteurs uniques par mois qui viennent pour consommer de l'abonnement. Bah, c'est aussi un annuaire Split. Donc si, toi, en tant que petit SaaS qui se lance en B2C, bah, tu veux être mis en avant et te faire connaître, bah, ça peut être aussi une opportunité d'être gratuitement référencé sur Split parce que tu as créé des offres partageables. Bah ouais. Et est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est encore vrai de dire que plus de la moitié de vos utilisateurs et plus de la moitié de votre chiffre, il est fait par les 4-5 gros de la SVOD qui sont Netflix, Disney, Apple et j'en passe? Et ça, c'est génial parce que, en fait, il y a en 2019, on était clairement un Netflix dépendant, Ouais. parce que on n'avait que 30 services, je crois, à l'époque et sur les 30, tu en avais 4 qui étaient connus et puis les autres, Ouais. là, aujourd'hui, on en a 250 et on est absolument plus dépendant d'un service. Et ça, c'était d'ailleurs, tu vois, je te parlais des red flags, mais c'était un autre red flag des fonds d'investissement qui disait, le jour où Netflix, vous interdit ou peu importe pour une raison, bah, vous déposez en fait, parce que vous perdez tout votre chiffre d'affaires. La réalité, donc je peux pas donner les chiffres exacts de chaque éditeur, mais la réalité, c'est que ça pèse absolument, enfin, pas rien, mais c'est anecdotique. Si tu enlèves tous les plus gros services, vraiment les Ouais. plus gros, tu perds 25 à 30 finalement de tes, OK. mais là, vraiment, je te prends le Ce qui est scénario somme noir, toute noir, as noir qu'on retire ce les qui est plus gros. somme toute assez classique, d'un business que, tu aies quand même, 4-5 gros clients qui te fassent, 1/4 de ton chiffre, tu vois? C'est ça, ouais, c'est une data intéressante, C'est mais pas c'est ça. déconnant, quoi. Mais du coup, en plus, on n'est pas, voilà, on est dépendant. Et en plus, ça dépend des pays. Selon les pays, tu as des services qui se démarquent plus ou moins. Et tu vois, on a des thématiques. On est sur la presse, sur la sécurité. En fait, on met vachement en avant la SVOD. La SVOD, certes, c'est 50% de notre chiffre. La SVOD, tout inclus, hein, vraiment. Et Donc pourtant, on en a SVOD, c'est beaucoup. la vidéo, Vidéo, ouais, c'est tout ce qui est ouais. séries, tout ce qui est voilà, les canals, les Netflix, les Disney, les HBO, les Paramount. Il y en a tellement, je pourrais plus les citer. Ah oui, ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est manga, Crunchyroll, etc. Mais ça représente, mine de rien, que 50. Alors que quand on parle de Split en général, la première accroche que les gens vont avoir de Split, c'est Forcément. partager votre Netflix ou partager. Et bah, tu te rends compte que finalement, tu peux aussi partager bah, l'équipe, etc. Et c'est plein de services qui fonctionnent très bien et on n'est pas. Voilà, Mmh. Bon, sachant que, bon, pareil, donc tu as eu quand même un petit procès un petit avec, procès. tous ces petits camarades et un procès que vous avez gagné. Est-ce que tu peux Alors, nous en parler de ça? le terme gagner, c'est un peu, c'est prétentieux, c'est pas comme ça juridiquement Vous qu'on n'avez peut pas en parler. perdu? On l'a pas perdu. Non, en fait, on peut dire que c'est «gagné» entre guillemets parce que c'est un référé. Déjà, c'était un référé, donc ils ont été déboutés de toutes leurs demandes à leurs dépens. C'est-à-dire que quand, à leurs dépens, ça veut dire qu'ils ont dû nous rembourser une partie de nos frais juridiques. Et ça, en effet, c'est une petite victoire dans un référé parce que Oui, sinon un généralement, référé, c'est pas une victoire, juridique. c'est pas une victoire juridique. La victoire juridique, c'est, parce que C'est là, actuellement, on est en En fait, c'est procès un au fond. juge qui dit, «Je suis pas habilité à en 2 spi à dire, c'est lui qui gagne ou C'est c'est ça, lui qui a c'est tort», plus quoi. compliqué que ce que vous essayez de nous laisser croire, enfin dans ce que vous nous envoyez. Donc, si vous voulez aller au fond, allez au fond. Et voilà. Et donc ça, c'est ce petit procès entre guillemets. C'est pas le procès c'est pas Netflix en direct, c'est pas Disney en direct, c'est pas Apple en direct. C'est une association, un peu comme, enfin pas une association de consommateurs, mais du coup une association des plateformes SVOD qui inclut dedans un Canal+, Prime Video, enfin toutes les plateformes de SVOD au monde. Et dedans, en fait, il y en a juste 3 qui ont voulu se joindre à cette plainte: Disney, Apple et Netflix. Et donc, au référé, ça a été débouté. Et là, on est au fond, donc on est encore à faire des allers-retours avec eux, C'est etc. quand, du coup? Ça devrait être, bah, en tout cas, les conclusions devraient être remises au mois de juin, enfin les conclusions définitives au mois de juin. Ça devrait être jugé au mois de septembre. OK, donc Donc bon, ça ça va arrive, arriver, ouais. ça arrive très vite. Après, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, dans tout ça, c'est que les choses ont quand même pas mal évolué durant ce procès, parce qu'un procès au fond, on le savait, ça allait être long, donc ça coûte de l'argent aussi. Mais en même temps, c'est un peu notre business qui se joue là-dessus, c'est que soit, voilà, enfin, finalement, on arrive à se mettre d'accord et finalement, le juge estime que Split est totalement dans son droit et on en est convaincu. Et là, ça fera une jurisprudence, quoi qu'il en soit. Et puis, et par contre, on va donner aussi de l'idée à plein d'autres, même si on a déjà beaucoup de concurrents qui sont lancés. Heu,
Mais là, en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que les services, en tout cas les attaquants, enfin notamment Netflix, nous reprochent, en tout cas dans ce jeu, voilà, dans cette attaque, de proposer le partage d'abonnements, alors que eux, ils stipulent dans leur CGU que c'est interdit de partager parce qu'il faut être au sein d'un même foyer. Bon, la première chose qu'on a réussi un peu à faire comprendre, c'est que la notion de foyer n'est pas définie dans le droit français, donc c'est un peu compliqué de dire qui fait partie d'un foyer, etc. Ouais. Mais le gros point, et tu en as parlé tout au début de ce podcast, c'est qu'en fait Netflix a changé ses offres. Ils disent clairement maintenant, si tu payes un supplément, un abonné supplémentaire, tu peux mettre qui tu veux dessus. Qu'il soit de ta famille, qu'il soit de ton foyer, qu'il soit pas de ton foyer, tu peux mettre qui tu veux. Donc finalement, en fait, les offres en plus ont évolué. Donc quoi qu'il en soit, même si on devait être jugé sur le passé, Ouais. ils pourraient pas retirer Netflix aujourd'hui. Ou autrement, nous, on irait dans un second procès en disant, bah regardez, en fait, là, ils l'autorisent, donc qu'est-ce qui nous empêche? On commercialise pas, on met juste en relation des gens pour partager leurs frais. En fait, il y a pas de commercialisation, il y a pas de revente. Je pense qu'en fait, il y a plein de. Le problème de ce procès, c'est que bah, c'est trois Américains avec qui on n'a jamais pu discuter, en tout cas les décisionnaires chez eux. Et c'est dommage parce que quand tu vois qu'on a discuté avec des grosses sociétés de médias, de presse, avec qui on est partenaire, des grosses plateformes de SVOD, Canal+, Molotov et autres, qui nous ont écoutés, qui étaient les décisionnaires, qui nous ont dit mais finalement votre service c'est bien en fait. Bah, c'est dommage parce qu'on n'a pas pu le faire avec eux, avec Netflix, Disney, Apple. On a tenté via nos avocats de dire mais faites, essayez de nous mettre en relation avec eux. Ouais, qu'on fasse une Bah, médiation, quoi, qu'on apparemment aux leur États-Unis, et explique. ça je l'ai appris à nos dépens, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On fait d'abord un procès et ensuite on discute. Ouais, ok. Bon. Parce que t'as un concurrent aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis. Là aujourd'hui, on est leader, on peut dire mondial. Alors j'aime pas ce terme mondial parce que finalement, on n'est pas en Amérique du Sud, alors qu'on a des concurrents en Amérique du Sud. Mais si tu regardes en termes d'abonnés, en termes d'audience, on est de loin le leader. On a deux gros concurrents. On a beaucoup de concurrents aussi qui ont fermé là en peu de temps. Donc tu en as plein finalement qui Ah, se parce que sont lancés. quel est le ticket d'entrée en fait? Le ticket d'entrée, c'est quoi? C'est en fait, pour que ça marche, il faut en fait avoir une marque forte, une audience forte, un outil qui certes fonctionne. Après, tu vas me dire où est la difficulté technique, mais parce qu'en fait, c'est un marché de volume de ouf en fait, non? Exactement. Bah, en fait, j'aime pas dire que la barrière à l'entrée n'existe pas chez nous, parce que quand je vois en bac tout ce qu'on fait, notamment pour la sécurité, pour vérifier les arnaques, les fraudes, etc., parce que des fraudes, mais on en a, mais pour tout, quand tu as autant de volume d'affaires, enfin, ça se compte en millions, enfin en millions d'euros tous les mois, mais sur des micro-paiements, le moindre un petit malin qui nous ferait, je sais pas, même 200 transactions, on le verrait même pas passer en fait en soi. Parce que 200 transactions sur les millions qui circulent, Ouais. c'est super compliqué. Donc on se rend compte, pas chaque mois, mais en tout cas là, ça fait plusieurs fois, où on se rend compte de grosses fraudes, etc. Donc c'est un sacré système déjà pour que tout soit bien carré et que ça fonctionne bien. Euh, la vraie barrière à l'entrée, c'est même pas, j'ai entendu dire parfois de certaines plateformes qui sont lancées, la barrière à l'entrée, c'est d'avoir un agrément bancaire. Finalement, un agrément bancaire, c'est pas compliqué à avoir. En tout cas, quand tu passes par un partenaire, parce qu'il faut avoir des. En fait, pour gérer l'argent entre particuliers, il faut quand même avoir des agréments. Voilà, c'est auprès de la CPR. Et nous, on l'a, mais c'est pas le plus compliqué en soi. Le plus compliqué, tu as dit la bonne phrase, c'est le volume. Et le volume, en fait, pour réussir là-dessus, on le dit depuis un moment, mais je pense qu'il en restera. Il peut avoir 15 concurrents, 20 concurrents qui se lancent. Je pense qu'à la fin, il en restera que deux. C'est comme. C'est pas comme dans koh, il y en aura pas qu'un quoi. Il y en aura deux Bah, sur leur poteau là, un, restez là, il y a bah regarde à Blablacar, se je pense tirer la qu'en bourre. termes de covoiturage, si, ils ont, je sais plus le nom du concurrent un peu de Blablacar sur les J'avoue, petits mais je trajets. pense ouais, personne n'est capable de dire c'est qui le numéro 2 après Blablacar en fait. Exactement. Et Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as quelque chose qui fonctionne, et notamment Split, tu n'as pas d'intérêt, finalement, tu as la même chose sur un autre. Finalement, ce que tu vas regarder en priorité, c'est est-ce que je peux avoir des co-abonnés rapidement si je propose mon offre? Et pareil, Ah en oui. tant que co-abonné, est-ce que je peux avoir des offres rapidement de quelqu'un? C'est l'offre et la demande? Et nous, on a tellement pris de l'avance là-dessus qu'aujourd'hui, n'importe quel concurrent, alors mis à part si Apple se met à le faire demain, bah, j'aurais envie qu'Apple peut-être nous propose de nous racheter avant, mais Ouais. ça serait compliqué. Mais pour n'importe quel éditeur, c'est super compliqué. Enfin, pour n'importe quel voilà, concurrent, c'est compliqué de se lancer sans l'audience parce qu'on est un peu la tête de gondole. On est aussi, quand on parle de partage d'abonnement, maintenant, c'est un peu comme à l'époque, la cagnotte, c'est Litchi. Bah, le partage d'abonnement, c'est Ah, Split. moi j'allais utiliser l'exemple de Lydia en fait où il y a eu Pumpkin et tout ça et en fait au final aujourd'hui on dit je te fais un Lydia quoi. Oui, alors après, ce qui est différent encore, même là, je viens de te citer Litchi, c'est un mauvais exemple, et Lydia aussi, c'est qu'eux ont une autre contrainte, c'est que c'est pas du récurrent. C'est-à-dire que c'est un remboursement ponctuel. Donc, à la limite, si parfois tu veux faire une Je te cagnotte sur parlais plus Litchi, par rapport à la marque et par rapport en fait ouais, ouais, bien sûr, à ouais, ouais, son la utilisation notoriété. et son côté top of mind dans la tête des consommateurs quoi. Ouais, mais regarde, là par exemple, pour l'exemple de Split, donc tu as la notoriété en effet, mais en tant que client, toi, est-ce que franchement, si tu voyais qu'on avait un concurrent qui était même 5 centimes moins cher, est-ce que tu irais couper tous tes abonnements chez Split, Never. avec tous les co-abonnés que Le tu as? prix à payer, ouais alors peut-être encore une fois peut-être que je suis particulier parce que moi j'en ai beaucoup. Si par Ouais, mais exemple je partageais que Netflix,
bon, j'en sais rien, peut-être que je pourrais réfléchir, mais pas pour autant, en fait, pas Ouais. pour des si petits montants. Alors déjà, en plus, nous, de toute façon, pour un propriétaire, c'est gratuit, quoi qu'il en soit. Mais du coup, on n'imagine pas un propriétaire qui aujourd'hui a tous ses co-abonnés, même sur un seul abonnement, peut-être 3, Ouais. va se dire, bon, désolé, je résilie, hein, désolé, je coupe mon abonnement et je vais mettre sur une autre plateforme. Je vois pas quel est l'intérêt de le faire. Et c'est ça qui est très compliqué pour un concurrent, c'est qu'on est sur de la récurrence. Un Uber, c'est pareil, de temps en temps, bah, c'est du ponctuel. Donc si un jour tu es déçu d'Uber, tu vas peut-être aller tester une autre application, Bolt ou j'en sais rien. Mais nous, en fait, on a cet avantage supplémentaire d'être sur de la récurrence. Donc pour perdre des clients, c'est quand même assez difficile. Il faut vraiment que le client soit mécontent pour une raison. Ouais, ouais, j'avoue. OK et du coup, bah, ça indique quand le client, est acquis, bah, en fait, franchement, enfin, ça va être difficile pour lui d'aller voir ailleurs. Du coup, en termes d'acquisition, vous, c'est quoi, rapidement quand même vos différents canaux et c'est où que vous mettez le plus de budget? Alors là, c'est un peu particulier depuis le début de l'année. On a une nouvelle directrice marketing qui teste plein de choses et je trouve ça génial. Héloïse, hein, c'est ça? Héloïse. On l'embrasse du coup. Salut Héloïse. En fait, on a toujours été en fait sur les, plateformes classiques d'acquisition, Meta, TikTok, Google et voilà et ensuite on suit juste les coûts d'acquisition. Donc les coûts d'acquisition, on aimerait, enfin notre souhait le plus grand, ce serait d'avoir un coût d'acquisition à 1 €. Donc on part pas assez loin encore aujourd'hui. On va pas se dire: «Un co-abonné, il faut» enfin voilà, on va payer tant à co-abonné. Nous, ce qu'on se dit, c'est un utilisateur, donc juste une adresse email en gros, un Ouais. voilà, Donc là, on heu parle de lead, de lead du coup ultra qualifié. On parle pas encore de client là. C'est ça, exactement. C'est un lead qualifié. Déjà, si c'est inscrit, c'est qu'il a une marque d'intérêt. Après, c'est encore une fois le boulot d'Héloïse et toute l'équipe d'aller transformer ce client en abonné payant, Donc en comment vous le propriétaire transformez? C'est quoi? Par de la newsletter? Par, de l'automation, en fait. ouais. C'est peut-être que s'il a rien fait, alors parfois il s'inscrit et génial, il va prendre un abonnement tout de suite. La réalité, c'est qu'il prend quand même assez de temps avant de passer à l'étape d'après. Donc c'est marrant parce qu'on l'a vu vraiment dans la data, dans l'historique, que ça prenait du temps parfois pour qu'une personne entre son inscription et la prise ou le partage de son premier abonnement met un peu de temps. Ouais, est-ce Donc que c'est pas en fait, c'est pas encore une habitude de consommation, ou de type de enfin de c'est pas encore dans l'habitude des users en fait de faire ça donc bah, il pour faut de la passer le pas quoi et comme tu dis en fait, il y a ce côté alors comme tu le disais tout à l'heure, ça va s'estomper parce que de plus en plus ça va être des partages avec des liens, mais il y a toujours peut-être ce côté, partage de mots de passe mmh, où des gens peut-être des fois, ne veulent pas un peu passer le plus pas donc ça c'est réticent. pour les côtés propriétaires et après pour les autres, j'avoue, je vois pas en fait trop la friction puisqu'en fait tu veux utiliser les mots de passe des autres quoi. Ouais, bah, en fait, c'est parce qu'il y a 2 en fait, on n'a même pas fait ce comparatif, là, je te le sors comme ça et ça me donne l'idée de le demander après. Mais, sur notre acquisition, finalement, bon, on a une très grosse part d'organique. Bah, je serais curieux de voir le nombre de temps passé entre un utilisateur organique, donc qui vient de lui-même sur Split, de savoir combien de temps il va prendre un abonnement ou proposer un abonnement. Je pense qu'il est beaucoup plus court parce que s'il est venu de lui-même, c'est qu'il en a entendu parler ou qu'il sait déjà qui on est. Alors qu'un utilisateur payant, donc quelqu'un qu'on a recruté sur Meta, sur TikTok, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre système parce qu'il a cliqué sur notre annonce et derrière, il va être un peu plus réticent et d'ailleurs, c'est assez drôle quand tu regardes les commentaires sur TikTok ou sur, Meta quand on fait de la pub, c'est toujours marrant, ça fait 4 ou 5 ans qu'on existe, enfin, ça va faire 5 ans qu'on existe et on a toujours les mêmes commentaires. «Dans 3 mois, c'est fermé, c'est illégal, mais c'est pas du tout sécurisé pour se faire voler». En fait, c'est toujours les mêmes commentaires et tu te rends compte que ces gens-là, finalement, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le principe et voilà, qui se disent: «Ça sert à» Donc enfin, tu es j'ai peur d'y obligé en aller. fait, votre rôle, toi ton rôle en tant que CEO et même votre rôle en tant que, au niveau de vos PR quoi, au niveau de vos public relations, c'est vraiment en fait d'éduquer en fait les gens, là-dessus en fait quoi. Ouais et nos meilleurs ambassadeurs finalement, c'est pour ça que je te dis l'organique fonctionne super bien. C'est que Split, c'est un projet qui se en tout cas un concept qui se partage très facilement. C'est ce que j'allais dire en fait, en plus j'allais te poser la question, juste avant quand on était encore en off et qu'on papotait avant de lancer l'enregistrement, mais je me suis dit: «Tiens, je vais garder la question pour le podcast». Heu, Moi ça doit être le parrainage qui doit cartonner parce que, tu vois, par exemple, moi, alors j'utilise pas tout le temps mon lien de parrainage que tu m'avais fait, Mmh. mais moi j'avoue que dès que je vais parler de toi, je vais parler de Split et je vais dire: «Mais mec, va sur Split» ou alors tu vois, les gens disent: «Ah ouais, mais bon là je voudrais regarder cette série, mais j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça». Je fais: «Mec, va sur Split, tu le loues, enfin tu le loues, pardon, tu t'abonnes Tu à cherches un bien le abonnement», terme. je cherche les bons termes et tout, pour 2,50 €, tu regardes ta série, puis après, tu le gardes ou tu le gardes pas, quoi. Mais, donc je pense qu'en fait, voilà, vos meilleurs ambassadeurs, c'est vos clients, en fait. Vos Oui, mais alors utilisateurs, c'est les contrairement à ce splitters. que tu penses et que beaucoup pensent, c'est que le parrainage, c'est quelque chose qu'on a mis très tôt en place, et qui fonctionne pas. Enfin, il fonctionne pas, ouais, je crois que c'est 3-4 de l'acquisition, C'est même peut-être que pas. vous avez pas craqué le truc C'est encore. qu'on n'a pas craqué le truc et surtout, finalement, on se rend compte, est-ce qu'on a réellement besoin de le craquer? Dans le sens où, déjà, on peut pas se permettre, on n'est pas Boursorama, on peut pas se permettre de payer 70 € l'acquisition, donc on peut pas te dire: «Hugo, si tu parles de Split à quelqu'un d'autre, on va te donner 20 €».
Parce que là, 20 euros, sache que Non, mais ça peut être 1 € par utilisateur. oui, c'est ça. Mais du coup, 1 euro, et ça, c'est des remarques qu'on a eues. Beaucoup nous disent, mais c'est rien 1 euro. Et on dit, oui, mais 1 euro, mine de rien, c'est moins 30% sur la plupart des abonnements sur Split. Donc, Ouais. mais du coup, le parrainage fonctionne pas si bien que ça. Et en même temps, ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est tellement un bon plan que le fait que tu en parles autour de toi, est-ce que tu as réellement besoin de récupérer 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro? Donc, tu as ceux qui vont le faire, et très bien. Mais finalement, Ah, c'est tu sais, quelque mais chose la plupart qui. des gens, c'est des chiens de la casse quand même, hein. Ils veulent du Bah, reward, hein. non, mais je pense, comme tu dis, il y a peut-être quelque chose à améliorer. C'est toujours, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, de se dire comment on peut donner envie aux gens de parler encore plus de nous. Donc là, en ce moment, on a une grosse session de. On se rapproche beaucoup des écoles. C'est des choses qu'on a mis totalement de côté pendant un moment, notamment à cause du Covid. Mais là, d'aller chercher des ambassadeurs dans chaque école. D'ailleurs, si des personnes et des étudiants nous écoutent, on cherche des ambassadeurs partout pour aller Tu sais parler que de mec, Split. ça, moi, je l'ai fait toute ma vie avec les étudiants pour le textile et tout. Faudra qu'on en parle, je pourrais t'aider, là. C'est vrai ça. Alors, tu vois, on Avec se moi, voit tous les jours, Hugo. sur Kermesse, on avait une centaine d'ambassadeurs dans toute la France, quoi. Ouais, bah là, ce qui est génial, c'est que tu vois, on fait partie, c'est là où tu vois que Split, on peut se permettre maintenant de faire des beaux partenariats, mais on est partenaire officiel de Lydia Ok. là-dessus. Donc, en fait, Lydia, qui a tous ses ambassadeurs, bah, nous mettre en relation avec leurs ambassadeurs. On fait des publications. Lydia, l'autre fois, a publié sur son compte officiel une pub pour Split, etc., pour nous faire de la pub sur ce programme ambassadeur. Mais complètement, ouais. Ok, non. Bah, écoute, ça, on en parlera juste après, mais du coup, j'ai plein d'idées là auxquelles je pense, mais on peut faire pas mal de bons trucs là avec les étudiants, parce qu'en effet, c'est the cible Oui. pour Split. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quoi le client type? Alors, on va dire le client ou l'utilisateur? Bah, l'utilisateur, Surtout, en en fait. fait, toi, celui qui t'intéresse, c'est celui qui s'abonne, en fait. Non, non, Pas non. Bah non, celui parce que regarde, c'est ou pareil, le c'est toujours propriétaire, pareil, c'est ou ouais, l'offre c'est et les la deux. demande, hein. Et d'ailleurs, alors aujourd'hui, j'ai même envie de te dire, T'as deux personas du coup, ou c'est un peu les mêmes? Les propriétaires et les c'est abonnés? c'est un peu les mêmes finalement. C'est Ouais. un peu les mêmes parce que ah oui, ça fait partie d'un argument pour les éditeurs. Ah ouais, alors très important cet argument parce qu'on est capable de prouver aujourd'hui qu'on génère des nouveaux clients, même à Disney, à Ouais. Netflix. Pourquoi? Parce que souvent, tu arrives sur la plateforme, sur Split, notamment des offres qui sont très demandées, des offres de musique, des offres même de SVOD, où tu n'as plus d'offres en fait. Tu arrives et tu es frustré, tu fais, mais personne ne le propose. Et là, on te met des boutons un peu partout. Et là, on te fait un geste commercial. D'ailleurs, on te dit, on t'offre les frais de mise en relation en te disant, bah, finalement, Hugo, plutôt que d'attendre que quelqu'un libère sa place sur Spotify, par exemple, toi, deviens capitaine du navire, donc deviens propriétaire du Ah, Spotify, exact, va ouais. souscrire chez Spotify. Donc là, Spotify, ils n'ont payé aucune acquisition. Ils vont avoir quelqu'un qui s'appelle Hugo qui va payer l'offre la plus chère de Spotify. Pourquoi? Parce qu'il sait il peut la partager sur Split. Ok. Donc en plus, on est un canal d'acquisition pour ces plateformes-là. Ça, t'arrives à le traquer, là, on le ça traque. génère beaucoup de clics, hein. C'est déjà le clic, la transformation derrière, elle est énorme parce que les gens se posent même pas la question, ils s'abonnent direct et ils repartagent sur Split. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, finalement, ce qu'on cherche le plus d'ailleurs, et on le voit d'ailleurs dans l'évolution de Split, c'est que quand on manque de propriétaires sur certaines offres, bah, malheureusement, on stagne en fait. Alors que quand on a des pics sur des propriétaires, on explose les chiffres sur certains services. Donc en fait, j'ai envie de te dire, selon le service du coup, en fait, si on voulait vraiment parler de persona, bah, en ce moment, on manque de propriétaires Spotify, on manque de co-abonnés Amazon Prime, on manque de propriétaires pour. Enfin voilà, ça varie vraiment selon le service. Il y a des services où on a trop d'offres, des services où on a trop de demandes et il faut Moi, je crois qu'on. que Prime, je l'ai, mais je crois que j'avais pas réussi à le partager. Parce que moi, en plus, moi, sur Prime, j'ai le Pass Ligue 1 et j'ai Ouais, le Pass Warner. ouais, Et je on crois l'a que c'est. rajouté ça. Tu me Faudra que l'avais tu demandé en m'expliques. plus en privé. Ouais, faudra que tu me réexpliques. Mais ouais, c'est un peu. Alors Prime Video, c'est vraiment le. Alors ce qui est bien, c'est que ça se partage sans C'est avec un identifiant, lien, hein, je crois, hein. mais c'est un lien avec un code. Enfin, c'est quand même. C'est le partage le plus complexe aujourd'hui sur Ah oui, c'est Split. ça. En fait, il faut qu'après, on se T'as coordonne avec 15 le mec. minutes pour. Ouais, Et comme on n'a pas de notification quand on est sur Split, c'est un peu compliqué. Il faut c'est se pour donner ça. un peu une heure de rendez-vous. Ça Ouais. fait partie de notre roadmap et c'est pour ça que là, la roadmap de Split, elle est géniale. C'est que des nouvelles features pour améliorer l'expérience client. Mais comment on envoie des notifications. On a sorti récemment notre web app en fait, Ah oui, c'est ça. Bah voilà. qui permet d'avoir les notifs, etc. Donc ça, c'est récent, ça date d'il y a quelques mois et c'est déjà, ça améliore la réactivité des utilisateurs. Mais oui, du coup, notre persona, pour revenir à ta question, je crois que la tranche d'âge exacte, j'ai peur de te dire une bêtise, mais je crois que c'est 26 ans, vraiment, ou 27 ans, si tu prends vraiment L'âge médian, ouais, l'âge moyen. l'âge médian. Ouais. L'âge médian, parce qu'en fait, finalement, notre cible, c'est. Alors, on n'a pas de mineurs, parce que, notamment pour les KYC, donc en fait, il faut savoir que quand tu es propriétaire d'abonnement, tu récupères de l'argent. Et pour récupérer de l'argent, il faut qu'on te demande une pièce d'identité plus un RIB. C'est une obligation. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on est 100% légal sur cette partie-là et qu'on a. Voilà, c'est l'ACPR, c'est la Banque de France qui nous Ouais. impose ça. C'est pour éviter le financement du terrorisme, etc. Classique. Et pour des mineurs, c'est super complexe. On avait fait les mineurs au début, mais les mineurs, il faut demander une autorisation parentale. Enfin, c'est juste trop compliqué. Donc les mineurs, finalement, en propriétaire, on n'en a pas. Mais par contre, la tranche d'âge, ouais, ça va de 18 à 70 ans, en fait. Ouais, ok. Ok, ok. Je regarde juste l'heure qui tourne.
Va peut-être falloir que je te 2h30 libère, le hein, non? podcast. Non, ça va en vrai, on est sur. On a commencé à quelle heure? On a Je commencé sais genre à pas. 11h. Ouais, ça fait plus d'une heure et demie, une Ouais, heure non, bonjour. 45, donc on est quand même au-dessus de ma moyenne, mais tu vois, en même temps, on aurait pu encore en parler pendant 1000 ans. Et du coup, je voudrais te poser une question que je pose à tout le monde. Désolé, je te prends peut-être au dépourvu, parce qu'en général, il y a toujours un petit blanc à ce moment-là. C'est si tu devais me conseiller quelqu'un là qui serait du coup à ta place, et donc me mettre en relation avec un ou une entrepreneur, sportif, sportive, artiste, enfin vraiment quelqu'un d'intéressant qui pourrait venir dans le podcast, parce que peu à peu, je vais l'ouvrir à d'autres personnes que des entrepreneurs. Tu me mettras en relation avec qui? Alors déjà, ouais, tu me poses un vrai piège. Je pensais vraiment que c'était quelque chose que tu m'avais demandé avant, du coup. Alors déjà, la première chose, Hugo, c'est que depuis que tu as lancé ton podcast, j'ai l'impression que tu as, reçu tous ceux qui, enfin, notamment, pour pas le citer, Wilfried Garnier, que j'adore, de super C'est prof. toi qui m'avais mis en relation avec Wilfried. Ouais, franchement, Mais super épisode, hein, j'ai et, adoré. et du coup, en fait, les personnes vraiment, et même d'autres, enfin, tu as reçu tellement de personnes que ça serait super compliqué comme ça de te dire, il faut que tu rencontres telle personne. Là, la personne qui me vient tout de suite, et je suis désolé, c'est vache de dire ça, c'est parce qu'on a parlé avec David de communauté, etc., juste avant là, de commencer ce podcast. Et direct, vous avez parlé 5 minutes ensemble. Je me suis dit, mais lui, il faut que tu le reçoives sur un podcast. Ça peut être vraiment génial de, voilà, d'avoir son avis là-dessus. Il a l'air de tellement calé sur le sujet. Donc, je Bah, te du coup, en dirais, fait, David Bonhomme, en fait, qui est la personne je qui, sais qui qui en nous est. invite dans ce super setup, hein, sûrement les plus beaux studios de Bordeaux. Et du coup, en effet, David qui m'avait reçu dans son podcast ici, c'est comme ça que j'avais découvert le D'accord. studio. Du coup, je l'ai invité également, il est déjà invité du coup dans le mien. Et en effet, on va parler communauté, parce que lui, c'est celui qui, a notamment, qui anime notamment la communauté des Fabuleuses, qui est une immense communauté de femmes, et du coup, qui est à Bordeaux, mais du coup, qui est une communauté nationale. Et en effet, je pense qu'on va parler de plein de choses là-dessus. Là. Ça va être hyper intéressant. Dans tous les cas, merci beaucoup, Joe, en tout cas, pour toute cette transparence et toute cette valeur que tu as pu délivrer dans le podcast. On s'est régalé. Je pense que tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ils ont sûrement dû kiffer à balle. On va remercier également les auditrices et les auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout, que ce soit sur YouTube ou en audio. On ne le dira jamais assez. Est-ce que vous pouvez mettre 5 étoiles si vous avez kiffé? Ça m'aide énormément à exister dans cette putain de jungle qui est le podcast. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez un like. Encore une fois, pareil, ça prend 1 centime de seconde et c'est gratuit. J'allais dire, est-ce que je remercie un sponsor? Je ne sais pas encore quand est-ce que va être diffusé le, Au moins, c'est transparent. le, 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 le- le podcast. Donc, on sait rien, mais en tout cas, on peut dire allez sur Split, C'est ça. spl3it.com. Créez-vous un compte, partagez, testez des abonnements que vous n'auriez pas pris, Mm. parce que du coup, ça va être à plus bas prix. Euh, on va pas mettre de code ou quoi, c'est déjà tellement peu cher, hein. Franchement, faites pas vos chiens de la casse. Allez sur Split, partagez, même si vous n'êtes pas catho ou quoi, le partage c'est la vie. Euh, Comme là, je commence à dire un maximum de conneries, je pense qu'on va couper court. Merci beaucoup, Joe, merci à tous, Merci, et, Hugo. et Dieu vous bénisse.